Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre des auditions devant la commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation. Alors cette commission a été créée ici au Sénat à la demande de l'UMP. Elle est présidée par la sénatrice RDSE Françoise Laborde. Les sénateurs ont déjà auditionné depuis fin janvier plusieurs anciens ministres de l'éducation nationale comme Luc Ferry, Luc Châtel ou encore Vincent Peillon. Ils ont également entendu les principaux syndicats enseignants. Et ce matin, je vous propose d'écouter l'audition d'Abdenour Bidar. Il est philosophe, écrivain. Il publie notamment un ouvrage sur la pédagogie de la laïcité à l'école. L'audition d'Abdenour Bidar sera suivie de celle de Marie-Monique Cayat. Elle est proviseure au lycée parisien Jean Lafontaine. Alors, mes chers collègues, nous recevons aujourd'hui Abdenour Bidar, philosophe et écrivain, membre de l'Observatoire de la laïcité. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Agrégé et docteur de philosophie, ancienne élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, vous enseignez la philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles de 2004 à 2012. Vous rédigez en 2012 un avis intitulé « Pour une pédagogie de la laïcité à l'école » au timbre du Haut Conseil à l'intégration et du ministère de l'Éducation nationale. Outre vos nombreux articles publiés, notamment dans la revue Esprit, dont vous êtes membre du comité de rédaction, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages remarqués, dont une histoire de l'humanisme en Occident, en 2014, et Plaidoyer, plus récemment, donc en 2015, Plaidoyer pour la fraternité. La commission a souhaité vous entendre pour recueillir votre analyse des difficultés rencontrées par l'école dans la transmission des valeurs de la République. Vous pourrez sans doute éclairer nos travaux sur les solutions à mettre en œuvre pour rétablir l'école dans sa mission d'intégration et de formation des futurs citoyens. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Vous avez la parole. Voilà, c'est bon. Madame la sénatrice, mesdames et messieurs, j'interviens devant vous en tant notamment que chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité à l'école auprès de la Direction générale de l'enseignement scolaire, de la DGESCO, en tant que membre également de l'Observatoire national de la laïcité, et puis en tant que philosophe spécialiste de cette question de la laïcité, des questions de sécularisation et du devenir du religieux dans les sociétés du monde contemporain. En tant que chargé de mission laïcité auprès de la DGESCO, j'ai été conduit, Vincent Peillon étant ministre, à participer aux travaux d'écriture de la charte de la laïcité à l'école. Et je dois dire que à partir de ce moment-là, il y a eu, de ma part et de la part de l'institution, une prise de conscience progressive qui est la suivante. Nous nous sommes rendus compte à quel point avait été laissée en déshérence pendant un certain nombre d'années la question de la capacité des professeurs et des personnels de l'institution à transmettre les valeurs de la République. Nous nous sommes aperçus au moment de la publication de la charte que eh bien, la transmission des valeurs inscrites dans la charte de la laïcité n'allait pas de soi et que ce geste de publication de la charte, bien qu'il ait été salué, il a été salué dans l'institution, a provoqué en même temps un certain embarras, une certaine perplexité parce que beaucoup de professeurs, beaucoup de chefs d'établissement nous ont dit que bien que l'objet soit esthétique et a priori utile, il leur était difficile, en l'état actuel de leur formation, plutôt en l'état actuel de leur manque de formation, de s'en servir véritablement comme d'un support pédagogique.
Et la prise de conscience, donc de ma part et de la part de l'institution, a été que, eh bien, il s'agissait pour cette institution de retrouver ce que nous avons appelé une culture professionnelle commune relative à la capacité de transmettre effectivement ces valeurs de la République. Une culture professionnelle commune, pour le dire d'un terme qui a classiquement une autre signification dans l'institution éducation nationale, nous nous sommes rendus compte que nous avons à retrouver, au sujet de cette capacité à transmettre les valeurs de la République, un socle commun. Mais cette fois-ci, un socle commun non pas du côté des élèves, mais du côté des personnels, un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Nous devons retrouver des connaissances collectivement, c'est-à-dire une architecture intellectuelle qui rende chacun des professeurs en charge de transmettre quelque chose aux élèves capable de le faire, donc capable de connaître le sens, l'enjeu, la valeur, et puis les débats actuels autour de la laïcité et autour des valeurs de la République. Une compétence professionnelle aussi, c'est-à-dire non seulement une connaissance intellectuelle ou une connaissance théorique ou une architecture théorique, mais également une capacité pédagogique, directement pédagogique, à porter un discours sur les valeurs. À partir je dirais, de la phase initiale de cette prise de conscience, qui a eu lieu, à mon sens, lorsque Vincent Peillon était ministre, eh bien, il y a eu un deuxième temps, à partir des événements de janvier, cette fois-ci Najat Vallaud-Belkacem étant ministre, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte, comme la nation tout entière, me semble-t-il, ou comme la société tout entière, nous nous sommes rendus compte à quel point il devenait urgent que l'école redevienne le creuset de la transmission des valeurs de la République, qui, à l'évidence, n'était plus du tout suffisamment partagée au profit de notre vivre ensemble. Bon. Et à ce moment-là, l'institution a, par la bouche de la ministre, donc, s'est mise en ordre de marche pour ce qu'on a appelé une grande mobilisation. Nous avons donc entrepris un plan de formation à l'échelle nationale, tout d'abord de 1000 formateurs sur ces questions de transmission des valeurs de la République. Nous avons organisé à cette fin, dans notre jargon, 8 grandes interacadémiques destinées à former ces 1000 formateurs, le calendrier étant que d'ici à la fin juin, eh bien, ces 1000 formateurs, à leur tour, puissent inviter à des journées de formation 300 000 personnels de l'éducation nationale. Donc un effort de très grande ampleur a été entrepris à partir donc du constat, je dirais, d'une urgence durable, d'une urgence dans les circonstances de janvier, et puis durable parce que, comme je vous le disais, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait là une lacune ou un déficit préjudiciable dans l'institution depuis longtemps, auquel il s'agissait maintenant de remédier. Et en fonction de cette urgence durable, ou plutôt du caractère durable de cette urgence, eh bien, l'institution a commencé à réfléchir également à la mise en place d'un nouvel EMC, c'est-à-dire d'un nouvel enseignement moral et civique. Nouvel enseignement moral et civique dont je pourrais vous parler plus longuement. Là, je me contente de l'évoquer, qui doit remplacer de façon beaucoup plus efficace l'ancien ECJS, c'est-à-dire l'ancienne éducation civique, juridique et sociale, dont, je dirais, la capacité à transmettre les valeurs et à offrir une pédagogie des valeurs de la République a été jugée largement insuffisante. Et enfin, pour compléter le tableau de cette prise de conscience et des moyens que nous avons mobilisés, sachez qu'un effort particulier est fait en direction des SP, c'est-à-dire des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. La volonté du ministère est d'entrer dans une relation de collaboration étroite avec ces SP de telle façon que nous ayons la garantie que dans chacune de ces SP, la pédagogie, c'est-à-dire la capacité pédagogique des futurs professeurs à transmettre les valeurs de la République, soit assurée par le fait que, eh bien, à l'intérieur de ces SP, cet objet transmission des valeurs de la République soit inscrite, cet objet soit inscrit dans le tronc commun, et fasse l'objet dans ce tronc commun d'un module spécifique dont il s'agirait de vérifier à partir d'un pilotage national, d'un pilotage ministériel, eh bien, qu'il y ait une homogénéité sur l'ensemble du territoire entre ce qui est transmis dans les différentes SP. Voilà. Pour terminer, je dirais que nous avons donc une tâche devant nous qui doit permettre aux professeurs de se sentir, là je vais employer un terme que vous avez beaucoup entendu ces derniers temps, de se sentir moins démunis
hein. Parce que ce qui prédomine actuellement, je le dis donc à partir de mon expérience, une partie de mon travail consiste à circuler dans les académies, hein, donc à rencontrer continuellement des chefs d'établissement, des corps d'inspection, etc. Bien, ce qui prédomine, c'est le sentiment que, eh bien, il y a deux sentiments qui prédominent. Le premier est que malgré la bonne volonté des équipes, malgré la bonne volonté des professeurs, il manque encore trop d'outils pédagogiques et de compétences pédagogiques pour être en mesure d'assurer cette transmission des valeurs de la République. Et puis, le deuxième élément, tout aussi inquiétant, c'est que toute cette réflexion se fait souvent sur le fond du constat de ce que j'appellerais un relativisme un peu généralisé. Hein, c'est-à-dire que beaucoup de professeurs et beaucoup de nouveaux professeurs aujourd'hui ne sont pas immédiatement convaincus qu'ils ont à transmettre les valeurs de la République. Et j'ai entendu de nombreuses fois des gens dans l'institution me dire, vous savez, monsieur, ce qui manque aujourd'hui dans notre institution, c'est le sens de l'institution, c'est-à-dire la conscience du métier et de ce qu'implique déontologiquement le métier, dont, comme le dit le Code de l'éducation, la mission première, confiée par la nation, est de transmettre les valeurs de la République. Donc il y a tout un travail à faire, si vous voulez, qui est un travail à la fois de transmission de compétences réelles, et puis tout un travail qui est un travail véritablement civique, en direction d'éducation civique, en direction d'abord des personnels eux-mêmes. Et ça, je dirais que ça a été un effet de surprise progressif, parce que quand je suis entré dans cette charge de mission, c'était bien avant même que Vincent Payon, puisque c'était au moment où Luc Châtel était ministre, eh bien, notre attention était focalisée sur ces questions de valeurs et sur cette question de la laïcité, sur les problèmes de voile. Vraiment focalisée. Bon, on sait que c'est un fil rouge de cette réflexion, néanmoins, ce dont on s'est aperçu, et là était l'effet de surprise, c'est que le problème était d'abord du côté de l'institution elle-même, de façon beaucoup plus générale, du côté d'une institution qui avait perdu, alors je vais le dire à la mode un peu philosophique, une bonne partie de sa conscience de soi. Bon, et pour laquelle il s'agissait de retrouver une conscience de soi de telle façon qu'ensuite, dans des moments difficiles de tension avec tel ou tel groupe d'élèves récalcitrants par rapport à la laïcité, par exemple, eh bien, nous soyons beaucoup plus en situation de répondre, beaucoup mieux outillés pour répondre, outillés à la fois par une compétence, mais aussi par une conviction, hein, parce que la compétence ne fait pas tout. Je vous remercie. Merci Abdenour. Bon, c'est vrai que nous nous connaissons et je sais que tu parcours les routes dans toutes les académies pour ces formations. Je crois que déjà dans ce que tu viens de dire, Jacques Grosperrin, le rapporteur, va pouvoir enchaîner ces questions parce qu'il y a déjà des débuts de réponses, donc il va y avoir des questions plus précises et mes collègues aussi. Et étant présidente, je m'octroie le droit de poser une question juste par rapport aux 1000 formateurs qui vont former 300 000 personnes. Nous en avons entendu parler de façon différente plusieurs fois lors de nos auditions et donc on nous a dit que la formation pouvait aller de 4 heures à je ne sais pas combien. Est-ce qu'il y avait pour ces 1000 formateurs un vrai module de formation, une petite valise, que c'est le mot à la mode aussi, ou la boîte à outils selon, où il y a des choses qui sont identiques pour tous ces 1000 formateurs qui sont censés essaimer sur tout le territoire. Voilà, c'est ma première question, mais Jacques va poser ses questions et ensuite il y aura une réponse. Merci. Merci Présidente, merci Monsieur Bidard, merci de vos propos. Je voudrais vous poser 4 questions. Suite à un article que vous avez écrit dans la revue Esprit en octobre 2014, vous faites le constat de la perte de sens de l'institution. Vous venez de nous en parler. Vous parlez également de conscience de soi, que l'institution a perdu, en tout cas, la conscience de soi. J'aurais souhaité que vous développiez cette partie, mais surtout, comment faire en sorte que l'ensemble des personnels de l'éducation nationale soient porteurs d'une conviction. Parce qu'au-delà de la formation, je pense qu'il peut exister ou nous pouvons créer quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'instauration d'un code de déontologie spécifique vous paraît-elle appropriée? Ça sera ma première question. Ma deuxième question, ce sont les normes en matière de laïcité dans les établissements scolaires. Est-ce qu'elles vous paraissent adaptées? Est-ce qu'il vous semble qu'il faudrait étendre les dispositions de cette loi du 15 mars 2004? Troisième question, la laïcité suffit-elle à fonder une identité commune à l'ensemble des citoyens et la fraternité que vous appelez de vos voeux? Nous l'avons senti dans vos propos.
Et quelle instruction civique et morale l'école doit-elle donner? Et enfin, pour ne pas être trop long et surtout permettre à mes collègues sénateurs d'intervenir, parce que je pense qu'ils ont peut-être des questions qui seront en prolongement vis-à-vis de cela. Plus généralement, la difficulté que l'école rencontre à transmettre les valeurs républicaines n'est-elle pas liée à une crise morale dont un symptôme serait surtout peut-être le dénigrement de soi? Est-ce que l'intégration fonctionne? Comment donner une image plus positive? Merci. Réponse Wow. difficile. Oui. Alors, d'abord, je réponds à votre question initiale, qui était relative à la formation des 1000 formateurs. Deux choses. La première chose est ce que nous avons organisé à partir des événements de janvier et qui a eu lieu notamment entre les mois de mars et d'avril 2015. Nous avons organisé ce que j'ai évoqué rapidement, à savoir des journées interacadémiques de formation auxquelles nous avons convié dans les académies d'une part, tous les personnels qui étaient déjà identifiés en tant que formateurs sur ces questions de laïcité et de valeurs de la République, et puis auxquels nous avons convié également toutes les bonnes volontés, c'est-à-dire toutes les candidatures. On a eu beaucoup de candidatures spontanées de personnels qui ont manifesté à ce moment-là le désir de s'engager pour justement faire partie de ces 1000 formateurs. Alors, qu'est-ce que nous leur avons offert d'abord lors de ces journées de formation interacadémique? Il y a eu deux parties, deux moments dans ces journées. Elles se sont déroulées toutes de façon assez homogène. J'ai été, en tant qu'intervenant et en tant que cheville ouvrière, convié à chacune de ces 8 interacadémiques, donc je peux en parler de l'intérieur, y compris la dernière qui a eu lieu pour les académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, qui a eu lieu en Martinique. Eh bien, le matin de ces journées interacadémiques, les formateurs ont eu droit à des exposés qui étaient des exposés de fond sur le principe de laïcité et sur les valeurs de la République. Donc on a eu affaire à des interventions de philosophes, des interventions de juristes, des interventions d'historiens, des interventions d'intellectuels qui ont également restitué ces questions-là dans les enjeux ou à la lumière des enjeux contemporains. Et puis l'après-midi, on a eu la tenue d'ateliers, de tables rondes dans lesquelles ce qui s'est produit, c'était plutôt quelque chose qui était de l'ordre de ce qu'on pourrait appeler la formation par les pairs, c'est-à-dire un échange d'expertise, un échange de bonnes pratiques, et également un certain nombre de témoignages sur des difficultés concrètes. Donc on a eu une dimension à la fois beaucoup plus concrète et beaucoup plus pratique l'après-midi. Il faut savoir que cette journée s'adressait donc à des gens qui soit étaient déjà en responsabilité de formation, donc déjà en partie formés, soit des gens qui manifestaient une candidature, mais qui donc la manifestaient à partir d'un intérêt déjà pour ces questions et donc d'un certain bagage, de la maîtrise d'un certain bagage. Bon, sur le plus long terme, nous avons construit ce que vous avez appelé de façon très juste et très opératoire une boîte à outils. De quoi cette boîte à outils est-elle composée? De plusieurs éléments. Déjà, au moment de la publication de la charte, nous n'avons pas, quelle que soit sa qualité pédagogique intrinsèque, nous ne l'avons pas laissé seul. C'est-à-dire que nous avons publié sur Eduscol, Eduscol est le grand site de ressources pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale, tout un ensemble de ce que nous avons appelé des documents d'accompagnement, des ressources pédagogiques destinées à faciliter l'appropriation de la charte de la laïcité. Je vous donne 3 exemples de ces documents d'accompagnement. Nous avons publié un commentaire de la charte article par article, de telle façon que vous connaissez la charte de la laïcité à l'école. Chacun de ces articles est clair, néanmoins il est lapidaire. Donc il s'agissait à chaque fois d'expliciter, de rendre beaucoup plus explicite les enjeux, etc. Et de donner, là je le dirais de façon à la mode politique, de donner aux professeurs, de donner au personnel des éléments de langage pour transmettre les éléments, pour transmettre les principes essentiels de la charte. Parmi ces ressources pédagogiques figurait également tout un arsenal de textes juridiques, des circulaires, le rappel de grands éléments de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait
constituer pour les professeurs un socle légal et un socle réglementaire destiné à leur montrer d'abord que la charte de la laïcité à l'école n'était pas hors cadre sur le plan légal, mais que, eh bien, au contraire, elle s'articulait sur une égalité existante. Bon. Et puis le troisième élément que nous avons immédiatement publié sur Eduscol était constitué de ce que nous appelons communément des entrées-programmes. C'est-à-dire que nous avons fait quelque chose de systématique à cet égard. Nous avons montré comment, à partir du cycle 3, c'est-à-dire de CM1, CM2 jusque à la classe de terminale, en passant par le collège, il y avait dans les programmes des différentes disciplines des thématiques qui pouvaient se prêter de façon tout à fait directe à une lecture de tel ou tel point de la charte de la laïcité et à une mobilisation donc d'une pédagogie des valeurs de la République. Voilà, de telle façon que les professeurs n'aient pas ce sentiment fâcheux, qui est souvent le leur, hélas, que, eh bien, on ajoute une responsabilité à tout ce qu'ils ont déjà à faire, et notamment à la lourdeur des programmes. Donc on a voulu leur montrer que, à l'occasion même des programmes, de façon tout à fait directe, ils pouvaient entrer dans cette pédagogie des valeurs de la République. Bon. Premier élément de la boîte à outils, ce que nous avons donc élaboré à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de la publication de la charte. Et puis, nous avons, au moment donc de la mobilisation de janvier, publié sur Canopé, Canopé qui est l'ancien CNDP, des vidéos, notamment une dont j'ai assuré non pas le tournage au niveau technique, mais j'étais devant la caméra. Et là encore, il s'agissait d'offrir aux professeurs des éléments d'explicitation de la charte de la laïcité à l'école, destinés à leur montrer de la façon la plus concrète, la plus opérative, de quelle façon ils pouvaient l'utiliser devant les élèves. Donc là, on a également des documents vidéo qui sont accessibles sur le site Canopé. On a enfin comme tout le monde, je dirais, découvert les MOOC, c'est-à-dire les Massive Open Online Courses, donc les cours en ligne, voilà, la e-formation, la formation numérique. Et nous avons donc, tout ça est piloté par la nouvelle direction du numérique qui a été installée à la direction générale de l'enseignement scolaire. Eh bien, nous avons commencé à construire ce qu'on appelle des parcours magistères, le magistère étant le nom du site dédié à ces cours en ligne. Nous avons mis en ligne dès l'année dernière un parcours de formation de 3 heures sur la transmission de la laïcité et des valeurs de la République. Donc ce parcours, j'ai pu m'en apercevoir au cours de mes tournées dans les académies, il est déjà très utilisé dans les parcours de formation, et donc à l'intérieur de ce qu'on appelle les PAF, les plans académiques de formation. Et cette année, nous sommes en train de construire un second parcours magistère qui est relatif à l'enseignement laïque des faits religieux. Encore un sujet particulièrement sensible. Je voudrais dire à cet égard 2 choses. La première chose est que étant donné la masse de travail à laquelle je suis confronté, et puis étant donné l'importance du sujet, j'ai demandé à la Direction générale de l'enseignement scolaire qu'une seconde personne soit nommée sur une charge de mission relative à la transmission des valeurs de la République. Il s'agit de monsieur Benoît Falaise, qui a été nommé et qui est en poste actuellement et qui travaille donc avec moi. Première chose. Et deuxième chose, eh bien, toute cette boîte à outils que je viens d'évoquer est portée dans les différentes académies par un réseau que nous avons créé l'année dernière, un réseau de référents laïcité. La ministre a demandé au recteur de chaque académie que soit directement rattaché au cabinet du recteur, de chaque recteur, un référent laïcité académique. Ce réseau fonctionne, c'est quelque chose qui est très utile à chaque fois que dans l'académie des questions précises se posent sur tel ou tel point, notamment autour des contestations du principe de laïcité, puisqu'on peut mobiliser très rapidement un référent laïcité en académie. Nous sommes en train également, précision supplémentaire, nous sommes en train d'établir une connexion entre ce réseau des référents laïcité en académie et le réseau des référents laïcité en préfecture, donc du côté du ministère de l'Intérieur. Et nous organisons une grande journée de formation à la rentrée conjointe entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale qui va permettre à ces 2 réseaux d'harmoniser leur discours et d'échanger leurs compétences. Alors maintenant, j'en viens à toutes ces questions, donc aux 4 questions plus précisément. Oui, je suis d'accord avec la première proposition. Il me semble que nous aurions besoin effectivement d'un code de déontologie spécifique parce que c'est bien dans ces termes que les choses se posent. C'est-à-dire que dans la formation des professeurs et ensuite
dans l'exercice de leur métier, il serait utile que, au moins, je dirais, les trois valeurs cardinales, pardon de parler d'une façon un peu théologique, mais les trois valeurs cardinales d'impartialité, de dignité et de probité, trois valeurs cardinales donc relatives, voilà, aux obligations, exactement, je suis en mission. Mais voilà, ça c'est la difficulté ironique, hein, de toutes nos questions, c'est-à-dire qu'on est obligé de réinvestir un vocabulaire religieux au départ. Voilà, et donc ces trois valeurs, hein, relatives aux obligations fondamentales du fonctionnaire, de dignité, d'impartialité et de probité, mériteraient d'être articulées dans un texte précis, en direction des personnels de l'éducation nationale, avec des obligations plus spécifiques qui tiennent à la nature de cette institution particulière qu'est l'école dans la République. Hein. Si le Code de l'éducation dit que la mission première de ces personnels est de transmettre les valeurs de la République, c'est bien qu'il y a là quelque chose qui demande à être souligné d'une façon tout à fait spéciale, et je crois que ce serait quelque chose de très utile, notamment, alors au niveau de la formation, hein, et puis au niveau des établissements et des écoles à usage des équipes de direction. Des équipes de direction qui ont, dans un certain nombre de situations, l'opportunité de rappeler aux équipes éducatives justement ces obligations déontologiques. Ça va être par exemple la réunion de rentrée, qui est un moment solennel, souvent un petit peu formel, qui pourrait être l'occasion, donc symbolique, un petit peu solennel de remettre dans l'oreille de tous, hein, eh bien cette obligation. C'est quelque chose qui pourrait être très utile aussi pour les équipes de direction lors de l'accueil des nouveaux professeurs dans un établissement. Hein. C'est une façon de le rappeler à ce moment-là à son obligation fondamentale, d'autant plus qu'il y a un problème auquel nous sommes énormément confrontés. Ça, c'est quelque chose qui remonte très souvent. C'est le cas des professeurs contractuels. Le cas des professeurs contractuels, qu'il ne s'agit pas du tout de désigner du doigt, hein, bien entendu, mais ces professeurs étant contractuels ne sont pas passés par un circuit de formation et à partir de là n'ont souvent aucune connaissance de l'institution dans laquelle ils mettent les pieds. Bon. Et le dommage collatéral, c'est qu'on a très souvent cette mauvaise surprise d'accueillir quelqu'un dans l'établissement, de lui tenir un petit discours extrêmement formel et puis 2 mois après de se rendre compte qu'il tient des discours devant ses classes qui ne sont pas du tout je dirais, acceptable pour quelqu'un qui a cette obligation de neutralité qui consiste notamment, comme le rappelle la charte de la laïcité, à ne pas manifester ses convictions personnelles, politiques et religieuses dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, donc je suis tout à fait d'accord avec cette proposition. Ensuite, vous me questionniez sur la nécessité éventuelle de normes adaptées et vous centriez votre question sur la loi du 15 mars 2004. Il me semble qu'en l'état, cette loi du 15 mars 2004, d'abord, est très bien entrée dans les mœurs scolaires, hein, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas l'objet de contestations massives. Il y a actuellement une question qui est très sensible dans l'institution, qui est la question des jupes ou la question des longues robes. Hein, beaucoup de personnels sont très inquiets face à la recrudescence d'un certain nombre de signes religieux, de signes vestimentaires, sur lesquels, à l'infini, les équipes sont amenées à discuter pour savoir s'il s'agit d'un signe religieux ou d'un signe simplement culturel. Là-dessus, la position du ministère est extrêmement claire et nous essayons de faire en sorte que cette position soit portée de façon homogène sur l'ensemble du territoire par toutes les équipes éducatives. Et cette position est la suivante. À partir du moment où l'élève ne manifeste pas un ensemble de conduites qui seraient des conduites répréhensibles. Il s'agit d'avoir une certaine tolérance par rapport aux signes. Il s'agit d'avoir une certaine tolérance par rapport aux signes sur la base du fait que, comme le dit la loi du 15 mars 2004, ce qui est prohibé, c'est un signe ostensible. Et nous rappelons qu'un signe ostensible ne veut pas dire un signe visible. Et il faut maîtriser la différence entre les deux. Hein. Il y a des tenues vestimentaires qui sont visibles, mais qui ne manifestent rien d'ostensible, c'est-à-dire qui n'ont pas un caractère de provocation, qui n'ont pas un caractère qui pourrait être jugé un caractère prosélyte. Hein.
Donc des tenues qui peuvent relever d'une mode vestimentaire, sur laquelle ou dont on peut penser ensuite ce qu'on veut, mais en la matière, lorsqu'on entre dans un établissement, on a l'occasion de voir qu'en matière de goût et de mode vestimentaire, tout est dans la nature, et que si on commence à incriminer la façon dont des adolescents ont la lubie de s'habiller, eh bien on n'en a pas fini. Donc la position du ministère à partir de là est d'inviter les personnels à beaucoup de discernement, de telle sorte que ce qui puisse faire l'objet d'une convocation, ce soit le signe plus un certain nombre de conduites ou de comportements qui vont être les suivants. Si un élève qui porte une tenue qui déjà en elle-même pourrait être considérée comme litigieuse, entre dans une logique de contestation du principe de laïcité, en causant à l'entrée de l'établissement des problèmes interminables au moment, par exemple, d'enlever un voile. Bon. Si le même élève entre dans une logique, dans une démarche qui va être une démarche d'absentéisme systématique par rapport à certains cours, notamment les cours de PS, pour des motifs qui seront de façon plus ou moins implicite ou explicite d'ordre religieux. Si le même élève ou les mêmes élèves entrent dans une logique qui est une logique un petit peu séparatiste, c'est-à-dire une logique de bande. On ne fonctionne plus à l'intérieur de l'établissement qu'avec les autres qui s'habillent comme nous. Bon, et donc on entre dans une logique qui est une logique un peu sécessionniste et avec ou pas des pressions qui pourraient être exercées sur d'autres groupes d'élèves. Voilà. Donc à partir du moment où on a comme ça un faisceau de signes qui montre qu'il y a un problème qui va être là objectivement interprétable comme étant quelque chose qui relève d'une forme de radicalisation. Alors j'emploie ce terme avec 1000 guillemets parce qu'il ne s'agit pas nécessairement d'une radicalisation de type djihadiste, etc., mais d'une radicalisation qui serait celle d'un intégrisme religieux sur le mode revendicatif, c'est-à-dire visant à faire de la présence dans l'école une sorte de happening par lequel on veut à tout prix faire la démonstration d'une appartenance religieuse. Alors là, il y a quelque chose qui est manifestement contradictoire avec la vocation de ce lieu qu'est l'école, et nous recommandons au personnel la plus grande fermeté dans ce cas-là. Donc l'exercice pour nous qui est difficile, et vous voyez donc à quel point ça rend concrète la nécessité d'une pédagogie, de transmettre une pédagogie. La difficulté de l'exercice, c'est d'inviter les gens à la fois au discernement et à la fermeté à chaque fois que nécessaire. Donc ne pas avoir la main lourde et ne pas être dans l'hyper-réactivité par rapport à des signes vestimentaires, et en même temps conserver une vigilance constante de telle façon que l'école reste. Il ne s'agit pas de sanctuariser l'école, bien entendu, mais que l'école reste ce lieu particulier où l'élève a cette garantie, et je crois que ça c'est un discours qu'il faut lui faire entendre, et qu'il faut faire entendre aux parents également. L'école est ce lieu dans lequel l'élève a la garantie que sa liberté de conscience, que son autonomie, va pouvoir connaître les conditions d'un libre développement. Voilà. Ensuite, la question de savoir si la laïcité suffit. Il est évident qu'elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas d'abord parce qu'elle n'a jamais été, déterminée comme suffisante dans le cadre républicain, puisque la laïcité est un principe au service de valeurs. Je crois que là encore, il y a un objet pédagogique dans l'institution, et puis au-delà de l'institution, dans la société tout entière, qui est important. La laïcité, c'est un cadre politique qui permet, si je veux le dire de la façon la plus rapide, à ceux qui croient au ciel et à ceux qui n'y croient pas, de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, dans le cadre garanti des mêmes droits et des mêmes devoirs. Je crois que c'est aussi simple que ça. Enfin, bon, le malheur est qu'actuellement, dans notre société, on n'arrive pas à se rassembler autour de quelque chose qui devrait nous apporter ce bénéfice évident et partagé. Bon. Alors, elle ne suffit pas au sens où, et c'est tout le sens de la pédagogie de la laïcité que nous avons portée à partir de la publication de la charte, elle est au service de la liberté, elle est au service de l'égalité, elle est au service de la fraternité. Et tout l'enjeu du nouvel enseignement moral et civique sera de montrer aux élèves qu'il y a là la cohérence d'un contrat social, la cohérence d'un univers de principes et de valeurs républicaines qui sont les unes au service des autres et qui forment le socle fondamental de notre vivre ensemble. Si vous observez la façon dont la charte de la laïcité a été rédigée, vous apercevez que, continuellement, le sous-texte, si vous voulez, est celui-ci. La laïcité ne suffit pas. La laïcité ne se justifie pas par la laïcité. La laïcité est continuellement mise en rapport de la façon la plus explicite dans chacun des articles avec tous les bénéfices qu'elle représente ou qu'elle garantit plutôt,
La laïcité est un outil au service de la lutte contre les discriminations, un outil au service de la lutte pour une culture, pour l'établissement d'une culture, du respect et de la compréhension de l'autre. La laïcité est au service de la conciliation des libertés, hein, etc., etc. Bon, donc là, il y a un très gros travail de pédagogique, de liaison et d'articulation visant à donner à nos personnels une intelligibilité réelle de la cohérence des principes et des valeurs de la République. Bon. Dans le nouvel enseignement moral et civique qui va être mis en place, il est évident qu'il faudra que cette charte de la laïcité soit mobilisée et il faudra que les professeurs aient une capacité justement à parler tout autant de la fraternité que de la laïcité. J'ai récemment effectivement publié un petit livre qui avait pour titre Plaidoyer pour la fraternité parce qu'il m'a semblé, et je crois que c'est une réponse directe à votre question, que dans ce moment-là, la laïcité ne suffisait pas et ne suffirait pas. Ce qui n'était pas du tout pour moi une manière de relativiser l'importance ou la crucialité même du principe de laïcité dans les débats actuels, mais c'était pour moi une manière de rappeler que, eh bien, à l'intérieur de ce cadre républicain défini et garanti par le principe de laïcité, il faut que notre vivre ensemble se développe selon une certaine qualité. Et que nous ne donnerons pas à notre vivre ensemble la qualité dont il a besoin si nous ne savons pas développer entre nous des valeurs éthiques fondamentales. Et il m'a semblé que, comme l'a dit Régis Debray avant moi, nous avions là l'opportunité d'un beau moment fraternité, parce que cette valeur de fraternité donne, je dirais, une qualité particulière à la relation de liberté et d'égalité que nous voulons développer entre nous. Je m'explique quelques secondes. Si je n'appréhende en tant que citoyen, et même en tant qu'homme, si je n'appréhende la valeur de liberté et la valeur d'égalité que d'un point de vue individualiste, c'est-à-dire d'un point de vue non fraternel, dans quelle mesure est-ce que je peux me soucier véritablement de la liberté d'autrui et de l'égalité du droit d'autrui par rapport à mon propre droit. Sans la fraternité, c'est-à-dire sans une culture transmise de la fraternité, je dis dans le livre, je plagie Erasme, cet humaniste de la Renaissance qui disait, on l'appelait le prince des humanistes, qui disait on ne naît pas homme, on le devient. Bon, on ne naît pas fraternel, on le devient. Bon, donc si nous ne transmettons pas une culture de la fraternité, demain nous n'aurons à notre disposition qu'une culture, je dirais, trop rudimentaire ou trop médiocre de la liberté et de l'égalité, c'est-à-dire quelque chose qui est avant tout centré sur soi. Voilà. Donc je crois qu'effectivement, la laïcité ne suffit pas. Il faut que nous soyons, et nous sommes à l'Observatoire de la laïcité, notamment extrêmement vigilants à ce que le principe de laïcité, justement, marque un certain nombre de règles et de limites nécessaires pour notre vivre ensemble. Mais tout cela doit être pensé de façon plus large à l'intérieur d'un dispositif de réinsufflation de sens de nos valeurs républicaines. Enfin, mais je crois qu'en disant déjà cela, je réponds un peu à votre quatrième question. Nous sommes évidemment tous dans une crise qui est une crise morale. Même en tant que spécialiste de philosophie de la religion et du devenir de la vie spirituelle dans le monde contemporain, j'aime à dire que c'est en même temps une crise spirituelle. C'est-à-dire que c'est une crise éthique et spirituelle au sens où nous manquons, me semble-t-il, de valeurs fondamentales qui, aujourd'hui, seraient susceptibles de nous rassembler dans une conviction commune. Et de toute évidence, nos principes et nos valeurs républicaines passent, en ce début du XXIe siècle, un test décisif de leur capacité, encore aujourd'hui, à nous servir justement de valeurs capables de nous rassembler. Et quand on voit à cet égard le scepticisme qui entoure ces valeurs chez beaucoup de nos concitoyens, on peut être inquiet. Nous qui travaillons sur la laïcité, nous voyons à quel point c'est difficile, c'est-à-dire que nous voyons à quel point on va nous objecter rapidement que la laïcité est quelque chose de liberticide, quelque chose qui stigmatise, etc. Et puis le même scepticisme, je m'en suis rendu compte, entoure la notion de fraternité, dont on m'a dit après la publication de mon petit plaidoyer que tout ce qui pouvait politiquement se faire au nom de la laïcité était beaucoup trop idéaliste et beaucoup trop utopique, de telle façon que j'en suis arrivé à me demander si, finalement, nous ne devrions pas laisser la fraternité rester un bel idéal de fronton, un peu vide, mais quelque chose dont nous n'avons toujours pas l'audace institutionnelle et pédagogique dans l'institution de nous servir. Merci beaucoup. Donc, j'ai une demande de parole de Marie-Françoise Pérol-Dumont.
Excusez-moi, Madame la Présidente, de demander la parole d'entrée de jeu, mais les commissions se multiplient ce matin et je vais devoir, et je vous prie de m'en excuser, Monsieur Bidard, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, m'en excuser. Je voulais vous dire, Monsieur, que c'est la première des interventions que j'entends, et j'ai assisté à un certain nombre dans cette commission d'enquête, et nous en avons entendu beaucoup et des intéressantes, où il y a une approche aussi, j'allais dire, aussi globale des choses. Une approche non jugeante, lucide, exigeante, positive, mais bienveillante et en même temps technique. Et je veux dire que ça fait du bien, parce que ce sujet-là est un sujet tellement exigeant, qui nous oblige tellement aujourd'hui, qui nous a toujours obligés, mais qui nous oblige encore plus aujourd'hui, mais qui est aussi tellement difficile que les analyses à l'emporte-pièce et réductrices, jugeantes, qu'elles soient jugeantes par rapport aux enseignants qui font un métier remarquable et difficile, et je l'ai été, jugeantes par rapport à divers gouvernements, selon l'angle sous lequel on se place, eh bien, ne sont pas la bonne approche. Et ce n'est pas celle dans laquelle vous vous situez, et vraiment, en tout cas, je vous en remercie. Je pense que nous sommes nombreux à partager ceci. Vous avez dit que la laïcité était un outil pour la fraternité. Et nous sommes nombreux, je l'imagine, à avoir beaucoup apprécié la tribune que vous avez faite dans Le Monde en fin de semaine. Et pour ma part, je retiendrai deux phrases qui me semblent tout à fait fondamentales et essentielles. Vous appelez la République, qui, dites-vous, a été capable du pire en créant en 2007 un ministère de l'immigration. Je partage votre analyse. Vous lui demandez d'être capable du meilleur en créant un ministère de la fraternité. Et vous appelez les républicains de tous bords, et vous avez raison, la République n'appartient à personne, les républicains sont de tous bords, à se mobiliser pour cette grande cause. Donc merci à vous d'avoir rappelé ceci. Maintenant, quand on a dit ça, comment procède-t-on? Eh bien, je crois qu'on procède de la façon que vous avez définie, c'est-à-dire en posant les problèmes lucidement et en essayant, chacun à sa place, d'apporter un certain nombre de réponses. Moi, je vous remercie de n'avoir pas stigmatiser les enseignants qui font, et tout le monde de l'éducation, qui font un métier absolument passionnant, mais en pleine évolution, qui est sans doute un des métiers les plus difficiles dans notre société et à qui on demande beaucoup. Je crois que vous avez raison de rappeler qu'ils sont le premier maillon de la transmission des valeurs, et je suis de celles et ceux qui pensent que personne, surtout pas le prêtre, l'imam, le rabbin ou le pasteur, pourront mieux transmettre les valeurs que l'enseignant. C'est bien lui qui est au centre de la transmission avec la famille. Comment mieux armer ses enseignants? Mais je crois que vous l'avez dit, par une formation approfondie. Ce n'est pas parce qu'on a un master, ce n'est pas parce qu'on a une thèse qu'on est prêt à enseigner. Et une écoute particulière, vous l'avez dit, pour les contractuels. Donc moi, ce que j'appellerai de mes voeux, c'est une meilleure aide, d'être plus aidant par rapport au monde de l'enseignement, mais une bienveillance exigeante, et votre code de la déontologie, l'impartialité, la dignité, la probité, la majeure partie des enseignants en font preuve, mais je crois qu'effectivement avoir un code et le rappeler, ce serait ritualiser des choses, et notre société a besoin de rituels. Donc simplement vous dire, monsieur, avant de devoir partir, un grand merci pour l'éclairage que vous avez apporté ce matin, remercier notre présidente et le rapporteur qui ont eu l'opportunité de vous inviter. Ça a fait du bien, cette audition. Certaines ont été plus difficiles à absorber. Merci. Notre collègue aussi, Jacques-Bernard Magnier. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à Monsieur Bidard de nous avoir... Je fais mien tous les propos qui viennent d'être tenus par Marie-Françoise Perrault-Dumont. Contrairement à elle, moi je n'ai pas pu assister à beaucoup de ces auditions, mais celle-là fait du bien. Ça montre effectivement une hauteur de vue dont on ne doute pas d'ailleurs de la part d'un philosophe comme vous l'êtes, mais dont manquent malheureusement beaucoup de gens qui nous donnent aujourd'hui des leçons et qui sont parfois aussi appelés philosophes. Je ne les citerai pas, je pense que vous les avez en tête puisqu'on les a rencontrés, on les a y compris entendus ici dans des auditions parfois. Je crois que vous l'avez bien défini, tout est dans la formation en fait. Tout est dans la formation à la fois des enseignants pour qu'ils puissent bien former les élèves. Et je crois qu'il y a une troisième partie de la formation qui malheureusement n'est pas possible, c'est celle des parents d'élèves. Je crois que je le disais quand j'étais enseignant à l'époque dans le quartier où nous vivions ensemble d'ailleurs, M. Bidard, quartier nord de Clermont-Ferrand. J'ai souvent dit, les gens ont des enfants, les élèves les éduquent comme ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas toujours tous les mêmes moyens, ni intellectuels, ni sociaux, ni financiers, ni culturels. Mais on n'apprend à personne à être parent dans ce pays. Il n'y a rien qui apprenne les bases de ce que c'est qu'être parent.
Et je crois que les dérives qui existent dans notre système éducatif seraient moins importantes et moins nombreuses si on pouvait donner quelques bases, jeter quelques bases dans la tête des parents d'élèves, ne serait-ce que par rapport à toutes ces questions qui touchent et qui sont très sensibles à la laïcité. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est que vous voyez les choses sous une forme de bienveillance. Dans la loi de refondation de l'école, on a beaucoup parlé de bienveillance. Aujourd'hui, on se fait un peu moquer quand on parle de bienveillance. Et je crois que quand on apprend aux élèves, quand on les accueille avec bienveillance, déjà, on marque des points, parce que ça signifie que l'école, c'est déjà un endroit où on les accueille bien. Et parfois, s'ils ont des réactions un peu vives, un peu vigoureuses, voire un peu violentes, c'est peut-être aussi parce que dans le monde qui s'occupe d'eux, eh bien, les adultes ne sont pas toujours suffisamment bienveillants. Donc, votre idée de la fraternité me convient. Et je pense, et je le disais l'autre jour, Gérard Longuet d'ailleurs a repris mon propos en le précisant, dans début des années 80, quand on a commencé à parler du voile, du port du voile, pour les élèves dans les écoles, je crois que certains enseignants ont fait eux-mêmes leur tort en faisant un peu trop. Je me souviens avoir vu dans nos quartiers nord des élèves venir, des jeunes Turcs qui arrivaient à l'époque avec un voile sur la tête et ça ne posait de problème à personne. Alors ensuite, vous avez eu raison de dire quand ces jeunes manifestent, refusent de faire certaines activités, là oui, effectivement, il y a des sanctions, des interventions à avoir. Mais lorsque ça n'est qu'une question vestimentaire, et la jupe, elle est longue, elle est pas, etc. Je trouve effectivement qu'on en rajoute et c'est au détriment effectivement de la tranquillité, du calme et de la sérénité dans les établissements scolaires. Donc moi, cette empathie dont vous faites la promotion, cette bienveillance, cette fraternité, ça me va bien. Et je pense, je ne sais pas si cela a été le cas, la question que je voudrais vous poser, est-ce que le Conseil supérieur des programmes, parce que tout n'est pas que programme, il y a un esprit, mais dans les programmes, il y a aussi, et avec Marie-Christine Blandin, nous y siégeons, cette question de l'enseignement moral et civique a été souvent évoquée. J'espère que dans les groupes de travail qui ont été mis en place, vous avez pu être auditionné parce que je pense que ce que vous pouvez apporter est fondamental. Voilà, je ne voulais pas vraiment poser de questions à part celle-ci. En tout cas, je vous félicite et je vous remercie et je remercie le rapporteur et la présidente de nous avoir permis de vous entendre ce matin. Merci. Marie-Christine Blanc. Je crois que vous allez avoir plus de compliments que de questions. Moi, je suis contente que vous ayez beaucoup insisté sur le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, mais en le transférant au niveau de la formation des enseignants. Et cela nous sort complètement des querelles d'un temps passé entre transmission des savoirs et pédagogie. Les savoirs sont fondamentaux. Pour les transmettre, il faut un véhicule, et le véhicule, c'est la pédagogie. Et les fausses querelles, dans lesquelles le CSP d'ailleurs ne s'est absolument pas engagé, nous retrouvons des solutions dans vos propos qui nous donnent une sortie de marasme et beaucoup d'espoir pour le futur. À propos de l'enseignement, l'EMC, le CSP a très longuement travaillé. Il a beaucoup auditionné. C'est Pierre Kahn qui était le pilote du GEP. Je ne sais pas si vous avez été entendu par ce groupe, mais dans ses conclusions, je retrouve vraiment l'esprit de ce que vous nous proposez et que nous approuvons. Et la dernière prise de parole, Jean-Claude Carle. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour aussi vous remercier Monsieur Bidard de vos propos et m'excuser d'avoir quitté la salle quelques instants, de ne pas les avoir entendus dans leur intégralité. Mais vous avez dit à un moment, il faut être tolérant ou de la tolérance sur certains signes. Et c'est tout à fait vrai, hein, mais ça se conçoit tout à fait au niveau, j'allais dire, de l'esprit. Mais est-ce que c'est pas là le point délicat pour les enseignants qui, quand on les a rencontrés, nous ont dit, ce qu'on veut, c'est que les choses soient claires, c'est qu'une circulaire ne vienne pas contredire ou affaiblir la circulaire précédente. Et ce, d'autant plus, ils ajoutaient que très souvent, on n'est pas soutenu par notre hiérarchie. Est-ce que c'est pas là le point délicat, ce qui veut dire que ces enseignants soient particulièrement armés, formés, justement pour affronter ces situations quelquefois délicates. Donc merci de répondre à toutes ces questions et de façon après conclusive puisqu'il reste un certain temps, 10 minutes. Merci beaucoup.
Pardon, je commence peut-être par la dernière question, je remonte progressivement. Oui, ce qui est beaucoup remonté, c'est que les enseignants ne se sentaient pas soutenus, hein. Mais je crois que c'est là le véritable grief qui demande à être pris en compte, c'est-à-dire que je ne pense pas que nécessairement la demande des enseignants soit, même si après elle peut se formuler comme ça, qu'on attend vraiment des circulaires beaucoup plus claires, etc. Je crois que ce qui manque, et je ne suis pas le seul à faire le constat, donc tous les cadres de l'institution partagent ce constat, c'est justement la capacité de se sentir soutenu par un véritable travail en équipe, c'est-à-dire par une véritable concertation. Là aussi, dans la culture commune des personnels, à l'échelle d'une école, à l'échelle d'un établissement, il y a quelque chose à retrouver. C'est-à-dire que si les gens régulièrement, à l'échelle d'une école, sous l'impulsion de l'équipe de direction, se réunissent pour déterminer une attitude commune, eh bien, à la fois l'individu se structure au niveau d'un discours qu'on met à sa disposition et qui a été élaboré ensemble, et puis ensuite, dans son action, il se sent soutenu. Hein, parce qu'il n'a pas l'impression, je le mets entre guillemets, de monter au créneau tout seul, hein, de partir la fleur au fusil pour inventer en direct ou improviser en direct une réponse à une situation. Donc là encore, on a déjà réfléchi à cette question-là, et la réponse, c'est l'invitation, et ça les formateurs, les 1000 formateurs en ont été vraiment bien chargés, l'invitation faite aux équipes de direction d'initier régulièrement dans les écoles et dans les établissements des discussions, hein, des moments et des espaces, d'ouvrir des espaces de concertation de telle façon que ensuite, eh bien, chacun se sente beaucoup mieux soutenu. Donc, si vous voulez, la solution qui est préconisée en l'état actuel des choses, c'est pas tellement d'ajouter des textes au texte, hein, donc c'est pas l'inflation réglementaire, hein, mais c'est plutôt de réfléchir encore une fois sur les pratiques pédagogiques, hein, et sur la culture professionnelle, en l'occurrence, qui doit retrouver le sens et la capacité de la concertation en direct et régulière. Bon. Ensuite, donc la question du CSP en rapport avec l'enseignement moral et civique. J'ai travaillé avec Pierre Kahn, mais j'ai été très peu sollicité. Bon, on est une institution énorme, c'est un paquebot, hein, et il y a encore un effet de cloisonnement à certains moments qui fait que bon, les champs ont du mal à se rencontrer. Bon. Sur la question de l'enseignement moral et civique, j'ai été sollicité néanmoins, aussi bien par certains membres du CSP, donc je pense à Pierre Kahn, mais aussi par le cabinet de la ministre, hein, qui suit de près tout cela. Pour ma part, j'ai été amené à insister sur deux choses au sujet de cet enseignement moral et civique qui me paraissent vraiment importantes. La première chose, c'est que, et ça renvoie directement aux débats qui ont eu lieu au moment où on a parlé où la question posée, même médiatiquement, était quelle morale enseigner, comment est-ce qu'on va enseigner la morale laïque, etc., ou comment est-ce qu'on va enseigner de façon laïque la morale. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, notamment sur ces questions-là, un enseignement ex cathedra, un enseignement doctrinal, ne peut pas passer. Il faut à tout prix inviter les élèves à discuter. Il faut inviter à tout prix les élèves à débattre. Ce qui est énormément revenu dans les différents interacadémiques, c'est l'urgence de former les professeurs à la tenue de ce que nous appelons classiquement des ateliers à visée philosophique. C'est-à-dire des ateliers dans lesquels le professeur conduit une discussion selon ce que les philosophes appellent une éthique de la discussion, hein, une discussion sur les valeurs, etc., etc. Donc il faut à tout prix faire entrer les élèves dans une logique de participation à la construction de ces valeurs, à l'adhésion commune et personnelle à ces valeurs. Et puis ensuite, la deuxième chose sur laquelle j'ai insisté, qui est, je pense, tout à fait en affinité avec la première, c'est l'idée qu'il ne s'agit pas, lorsqu'on veut transmettre une morale, de la transmettre de façon simplement théorique. Il s'agit de faire en sorte que chaque élève, chaque année, dans son école ou dans son établissement, participe avec d'autres, au sein d'équipes, par exemple, qui seraient formées, à une véritable tâche morale d'intérêt général. Hein, c'est-à-dire que l'élève soit investi d'une responsabilité avec d'autres dans son établissement, qui soit valorisé comme tel, qui fasse l'objet d'une évaluation et qui soit valorisé comme tel. Et ça nous renvoie à quoi? Eh bien, ça nous renvoie, si vous voulez, à cette réflexion plus globale, qui est la nôtre aujourd'hui, qui est portée d'ailleurs par le chef de l'État, hein, sur ce qui doit ensuite prolonger l'effort de l'école dans la transmission du sens de l'intérêt général. Je veux parler, bien entendu, du service civique. Hein, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, eh bien, nous nous reposons cette question-là, parce qu'il y a la part de l'école, et puis il y a la part ensuite du jeune adulte,
qui, dès le départ de son investissement dans la vie sociale et professionnelle, eh bien, doit comprendre, me semble-t-il, et nous semble-t-il, dans notre société, que autant il est légitime de se préoccuper dans cette société de sa réussite personnelle, autant il est nécessaire aussi de considérer qu'on va être un acteur de l'intérêt général. Bon. Enfin, vous faisiez référence à mon article du Monde, paru donc dans l'édition de samedi, dans la page débat, sur la fraternité. Merci madame. Au revoir madame. J'ai conscience de la compétence limitée du philosophe. C'est-à-dire que je considère que mon travail de philosophe, c'est, eh bien, je suis en train ici de le remplir, hein, ce devoir de, c'est-à-dire que je suis une force de proposition et de réflexion que je mets à la disposition du politique, de la responsabilité politique. Bon, et par rapport à ça, je dirais que, eh bien, j'ai tout à fait conscience dans un article comme celui-ci ou dans le plaidoyer de proposer un certain nombre de choses qui, de prime abord, ont un caractère un peu général ou un peu théorique. Hein. Quand je préconise l'installation d'un ministère de la fraternité, bon, c'est quelque chose qui peut paraître justement très général et un peu trop en surplomb des réalités. Mais, encore une fois, je suis tout à fait prêt à discuter avec la responsabilité politique de la façon d'incarner cela, la manière la plus concrète, dans des politiques publiques. Et enfin, dernier point, vous avez parlé donc de bienveillance et puis donc de quelque chose qui doit avoir lieu en direction des parents. Ce dont j'ai voulu témoigner ce matin, ce n'est pas de ma bienveillance, mais c'est de la bienveillance que développe aujourd'hui l'institution scolaire. Vraiment, je crois que nous devons avoir confiance dans notre école. Hein. Notre école est constituée, j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir de très nombreuses fois, de gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement concernés par le sens de leur métier, hein, extrêmement conscients de la valeur pour notre société de l'école républicaine et de ce qu'elle transmet. Des personnels inquiets aussi des difficultés de l'école, non seulement relatives à la transmission des valeurs de la République, mais le deuxième grand chantier, qui est la réduction des inégalités. Hein, voir le classement PISA. Bon, là, on a deux chantiers qui sont absolument énormes. Et enfin, dernier point, donc bienveillance de l'institution elle-même. Et puis, donc, Monsieur Magnier, vous parliez de la formation des parents. Nous ne disons pas vraiment formation, nous disons, à travers tout le thème de l'école ouverte aux parents, vraiment la nécessité d'un dialogue permanent avec les parents, de telle façon que, et ça, le signal d'alarme a été tiré notamment lors de la fameuse, vous vous souvenez, journée de retrait de l'école. Hein, on s'est aperçu que, au moins par rapport à certaines familles et dans certains milieux, la confiance, la relation de confiance n'était pas établie. Hein, et donc, il s'agit véritablement que l'institution tout entière fasse un effort d'instauration ou de restauration d'un dialogue avec les parents et d'une capacité. Alors, est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire formation des parents? Mais en tout cas, de porter avec beaucoup de soin en leur direction la compréhension du bénéfice, pas seulement des valeurs de la République, mais du bénéfice que ces valeurs de la République représentent pour leurs enfants, hein, qui y ont tout à gagner. Un grand merci pour cette audition que nous avons donc tous appréciée et qui, je pense, sera beaucoup regardée et lue sûrement, mais vraiment, bon, entendre autant de sagesse et, comme disaient les collègues, de clarté, je pense que nous l'avons beaucoup apprécié et le rapporteur veut même ajouter un mot. Tout à fait, dans le prolongement de ce qui a été dit, parce que vous avez apporté un espoir aussi pour notre école. Vous avez raison de dire qu'il y a des enseignants qui travaillent très bien, il y a des chefs d'établissement, il y a tout un personnel. Et moi, je m'associe à tous mes collègues, parce que je crois qu'il est important que, au-delà du constat, qu'on puisse à un moment donné apporter des solutions, et vous avez apporté des pistes intéressantes, pragmatiques, et nous en sommes demandeurs. Merci à vous de votre présence. Merci beaucoup. Donc, mes chers collègues, nous recevons maintenant deux personnels de terrain, en l'occurrence deux proviseurs, qui exercent dans des établissements parisiens assez différents. Madame Monique Kayat, proviseur du lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement, et Monsieur Alain Anton, proviseur de la cité scolaire Claude Monet, située dans le 13e arrondissement. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat et elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission. Madame Kayat, vous avez été professeure de lettres modernes avant de réussir le concours de recrutement des personnels de direction en 1989. Depuis cette date, vous avez occupé différents postes de direction en collège comme en lycée.
Dans vos fonctions, vous avez participé à la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, tels que l'élaboration d'un règlement intérieur et d'un projet d'établissement au lycée Claude Monet, ou encore à la mise en place d'études obligatoires au lycée Paul Bert dans le 14e arrondissement de Paris, dont vous nous parlerez peut-être. Depuis le 1er septembre 2009, vous êtes proviseur de la cité scolaire de La Fontaine dans le 16e arrondissement. Monsieur Anton, après avoir enseigné l'histoire et la géographie en collège et en lycée dans les académies de Versailles, d'Amiens, d'Orléans et à Rabat au Maroc, vous avez accédé au corps des personnels de direction en 1991. Depuis lors, vous avez occupé différents postes dans des établissements de région parisienne. Vous avez été nommé proviseur de la cité scolaire Claude Monet en septembre 2009. De par leurs fonctions et leur rôle hiérarchique, les personnels de direction sont en situation stratégique pour mesurer l'étendue des difficultés de l'institution scolaire et imaginer des réponses. C'est pourquoi notre commission d'enquête a souhaité recueillir votre point de vue, fondé sur un vécu concret et quotidien des réalités scolaires. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter tour à tour serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Madame, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Monsieur, levez la main droite et dites « je le jure ». Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant 5 à 10 minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Alors bien sûr, qui souhaite s'exprimer en premier? Allez, c'est madame. Merci. Vous avez la parole. Merci madame. Alors, moi je dirais qu'il y a 3 regards qu'on aurait pu penser concordants ces dernières années et même ces dernières 20 années. Le regard de l'institution, le regard des parents, des élèves et celui des enseignants. Alors, je commencerai par l'institution, puisqu'il s'agit de parler de la République et de ses valeurs. Moi, je dirais que l'institution a dû penser que l'idée de la République était éternelle et que on n'aurait pas de décrépitude des valeurs comme on les a connues. Et puis, on était tous partis, par rapport à ma génération, d'un consensus minimal hein, de la notion de citoyen, qui s'est un peu dégradé à partir des années 2000. L'école était un lieu protégé de la violence. On n'avait pas pensé, peut-être, que le collège unique de l'époque se délabrerait, serait peut-être un échec. On a assisté à la démission des élites culturelles et puis finalement, on s'est concentré sur la politique des exclus, ce qui était une bonne chose, mais en même temps, qui a pu, paradoxalement, mettre en panne d'intégration les jeunes Français d'origine maghrébine. On a été dans le déni. Moi, je dirais que finalement, on ne s'inquiétait pas des communautarismes. L'institution ne s'en inquiétait pas des communautarismes qui sont apparus. Bon, il y a quand même 2 moments importants de ces 20 dernières années. Il y a même un peu plus. C'est l'affaire du voile en 89, dont on pourrait éventuellement parler de la manière dont ça a été géré, mais qui a été la première faille. Et puis après, bien plus tard, les attentats de septembre 2001, qui ont aussi été une étape dans peut-être ce qu'on peut appeler par la suite un délabrement intellectuel ou une détérioration du climat. Alors, des institutions, j'entends par les établissements scolaires aussi. Hein, alors, peut-être aussi, avons-nous, on pourra en reparler par rapport au point de vue des enseignants, peut-être avons-nous aussi été un peu dans le déni par souci d'une forme d'angélisme. On n'a pas vu l'accélération des communautarismes et puis les proviseurs de l'époque n'ont pas souhaité finalement faire de vagues. C'était très difficile d'admettre qu'on n'arrivait pas. Et souvent, c'était les professeurs qui étaient mis en cause par le fait qu'ils ne savaient pas y faire avec les élèves. Et puis tant qu'on restait sur des menaces et pas de passage à l'acte, on n'a pas jugé toujours nécessaire
de faire des conseils de discipline, par exemple. Et puis bon, progressivement, le statut de professeur n'a pas fait autorité. Alors, du point de vue des enseignants, finalement, on peut parler sans peur d'un affaiblissement quand même intellectuel devant des offensives communautaristes. On a parlé de la minute de silence du mois de janvier récent 2015, mais on a assisté à la même chose en 2001. On n'a pas prêté attention au fait que certains établissements n'avaient pas pu faire. Et à l'époque, il s'agissait de 3 minutes de silence. Aucun établissement n'a fait remonter qu'on n'a pas pu rester 3 minutes et qu'on a dû écourter les 3 minutes de silence. Alors peut-être aussi, ce qui fragilise la République, c'est pas tant les communautarismes ou l'immigration, mais c'est surtout la régression de l'égalité filles-garçons qui a été la conséquence. C'est ce qui fragilise la République quand on n'a plus cette notion d'égalité, pour moi. Et puis, l'insécurité dans les établissements est restée longtemps un ressenti et pas une réalité. C'était du ressenti. Et on a bien voulu juger un ressenti. Et puis aussi, bon, la difficulté qu'ont eu, à partir déjà en 1994, donc bien avant, les enseignants, et en particulier les enseignants d'histoire, à enseigner ne serait-ce que la Shoah, mais pas que la Shoah, puisqu'il y avait aussi, il fallait être très précautionneux lorsqu'il s'agissait d'enseigner l'islam, et puis même le christianisme, et puis en même temps ces accélérations communautaristes avec des points un peu tendus au moment du Ramadan, au moment où certaines élèves voulaient être dispensées de natation, etc., etc. On n'a pas voulu faire état de la pression qu'il y avait dans les établissements. On a un peu isolé les chefs d'établissement qui ont dû se débrouiller. Chacun avait sa politique en fonction du pourcentage d'immigrés ou de maghrébins à l'époque. C'était, moi, je crois qu'à partir du moment où on a cautionné par déni, par non-vision des choses, une démarche culturelle qui pouvait être autant sexiste que discriminatoire, c'est là qu'on a peut-être failli à protéger la République. Qu'il y ait des problèmes au moment des apprentissages, ça s'est généralisé, ça n'était pas qu'en cours d'histoire. Et puis on a assisté aussi à des élèves, à des classes qui ont disparu, des classes où on pouvait mettre des élèves qui n'avaient pas acquis les apprentissages en même temps que les autres. Après tout, chacun peut le faire à son rythme, mais des élèves qui peut-être n'étaient plus capables de réfléchir sur leur discours, parce que pas forcément capables de percevoir, d'avoir de l'abstraction, tout simplement, des qualités d'abstraction. Et puis les enseignants se sont trouvés aussi un peu seuls. Alors quand ils défendaient les idées, parce qu'ils ont été contestés dans leur autorité, ce qui était quand même nouveau, alors soit ils allaient jusqu'au bout de leurs propos, ils étaient taxés de partisans, ou soit ils se taisaient, mais en même temps on pouvait penser que s'ils se taisaient, c'est qu'ils étaient d'accord. Donc ils se sont trouvés un peu seuls, un peu démunis. Alors, maintenant, l'évolution des établissements scolaires est ce qu'elle est. Alors, comment finalement, pour essayer de trouver un remède, puisqu'il faut quand même à un moment donné qu'on s'interroge sur les remèdes, moi je vois et je constate que la plupart des nouveaux professeurs, des professeurs stagiaires qui sont recalés, le sont, non pas pour leurs compétences disciplinaires ou didactiques, mais parce qu'ils ne savent pas, c'est un problème de gestion de classe. Alors peut-être qu'on devrait maintenant s'occuper de la formation plus psychologique, plus pointue des enseignants, leur apprendre à gérer des conflits, et puis se demander comment faire avec des élèves qui ne maîtrisent pas la langue, et qu'on arrête de dire que les professeurs ne savent pas s'y prendre aussi, et qu'on essaye peut-être de revenir sur ces fondamentaux que sont les transmissions et l'héritage, parce que c'est des notions qui disparaissent en même temps que l'idée qu'on se faisait de la République. Merci. Merci à vous, Madame, pour cet exposé. Donc, la parole, Monsieur, vous revient. Bien sûr, donc, je pense avec une vision d'autres établissements, et ça permettra sûrement un complément. Je vous remercie. En ce qui me concerne, je suis un ancien prof d'histoire géo,
Et j'ai vécu 12 ans de ma carrière de chef d'établissement en Seine-Saint-Denis. Donc, j'ai voulu vous faire un petit topo de la lente évolution depuis 20 ans de ce que j'ai vécu en Seine-Saint-Denis. Je rebondirai parfois, mais je ne m'apesantirai pas trop, puisque ma collègue vient d'en parler sur certaines formes très spéciales de dérive. Ce que je dis toujours à mes profs stagiaires, c'est l'école n'est jamais la cause du mal-être et des dysfonctionnements de la société. L'école, c'est une caisse de résonance. C'est la caisse de résonance de ce qui se passe dans les villes, dans les quartiers. Et je parlerai de ces quartiers parce que bien des fois, on revient là-dessus pudiquement sans aller au fond des choses. Quand le collège, j'ai été 4 ans principal de collège à Aulnay-sous-Bois, vous avez vu mon CV, en ZEP, zone violence, on y reviendra, en Seine-Saint-Denis, dans le fameux quartier des 3000, qui en fait s'appelait la Rose des Vents, mais que tout le monde appelait les 3000. À tel point d'ailleurs que quand j'ai quitté, une fois je dis comme ça, je suis des 3000 et tout le monde m'a regardé d'un air entendu, ça avait déteint sur moi, c'est vous dire. Quand on accueille les gamins le matin à la rentrée dans un collège aux 3000, il faut savoir ce qui s'est passé le week-end. Parce que l'école, c'est pas un endroit, comme le dit d'ailleurs ma collègue, ce côté sacré, tout le monde voit bien ce que ça veut dire, mais non, il n'y a pas de sacré là-dedans. Un collège, c'est une caisse de résonance. La perte des repères républicains dans les établissements scolaires, elle ne date pas d'hier. Je me souviens, il y a 20 ans, plus de 20 ans, puisque j'ai été nommé en 93 à Aulnay. Soit dit en passant, je venais de Meaux, mais les quartiers chauds de Meaux, en haut sur le plateau, pas la belle ville près de la cathédrale, bien évidemment. Donc j'avais un petit peu d'expérience, on m'avait brûlé un gymnase. Bon. Donc quand je suis arrivé aux 3000, tout le monde parlait du ghetto des 3000. Et en 2 mots, 17 000 habitants, tous 3 collèges, les élèves dans 3 collèges, des collèges de 1100, 1200 élèves. Le mien faisait 1200 élèves. Et comme par hasard, des situations de violence, de tension. Il suffisait de passer la F1. La F1, c'était une 4 voies avec une banquette de pelouse au milieu. Il suffisait de passer la F1 pour passer au sud. Et là, on était, je ne veux pas dire dans un havre de paix, mais on était dans un autre monde. Et pourquoi ? Eh bien, le géographe que je suis peut vous dire que ça se voyait. Il y avait des petits pavillons, des petites cités. Donc, automatiquement, une population mixée. Et donc, les problèmes du collège d'Aulnay-sous-Bois Victor Hugo que je dirigeais n'étaient pas les mêmes que celui de Gérard Philippe, mon collègue d'Haïdi, de l'autre côté. Donc, tout ça pour dire qu'on a l'éducation nationale, et je ne suis pas là ici, vous avez bien compris, l'éducation nationale, c'est 40 ans de ma vie, et je prendrai ma retraite l'année prochaine. Donc, je ne tirerai pas boulet rouge sur cette institution, bien évidemment. Mais je sais que nous avons fait des erreurs. Et une erreur qui m'a toujours frappé, c'est de stigmatiser les collèges où ça n'allait pas, en les appelant ZEP zone violence. Alors, imaginez la réaction des parents. On ne va pas mettre son gosse dans une zone violence. Ça partait d'un bon sentiment. Il fallait donner plus à ceux qui en avaient besoin. Donc on devait donner des moyens à ces collèges-là plus qu'aux autres. Mais il ne fallait pas les baptiser ZEP zone violence. Alors, évidemment qu'au nom de la liberté de l'école de la République, il y avait des parents qui nous disaient « Moi, j'ai la liberté de ne pas mettre mon enfant dans un collège qui s'appelle zone violence », bien évidemment. Les profs dont parlait Mme Cayat, ma collègue, et on se connaît bien, et depuis longtemps tous les deux, vous avez bien compris que ça fait un certain nombre d'années qu'on dirige des établissements. Les profs, ils arrivaient la boule au ventre à la rentrée, nommés en ZEP zone violence. Vous imaginez le petit prof qui a eu son CAPES, qui vient du Lot-et-Garonne, et qui débarque à Aulnay, ZEP zone violence. Bon, il a la peur au ventre.
Il arrive, il n'a qu'une idée, c'est d'en partir. En plus, l'éducation nationale et les syndicats ont tout fait pour. Ils ont mis en place un barème pour qu'en 3 ans, il ait suffisamment de points pour partir. Donc c'est le purgatoire. C'est le purgatoire de l'école laïque. C'est très mal ficelé, cette affaire. Et donc, ils ont les points pour repartir au pays ou pour descendre plus au sud. Bon, soit dit en passant, comme les syndicats et le ministère changent tous les ans le barème, c'est pas fait pour faciliter les choses, vous imaginez. Et il y a quand même des frustrations. Ces profs-là, qui sont de bonne volonté, ils n'habitent pas le quartier. Ils ne peuvent pas comprendre le quartier. C'est des profs RER. C'est-à-dire qu'ils arrivent le matin en RER, ils partent à 16h une fois les cours finis en RER. Ils ne savent pas ce qui se passe dans le quartier, en bien comme en mal. C'est-à-dire en bien parce qu'il se passe des choses, il y a des tournois, il y a des fêtes, etc. Ils n'y sont pas le week-end. Le week-end, ils rentrent chez eux, voire dans leur région d'origine. Donc voilà, et ça j'aimerais bien le dire, on a coupé l'école de sa réalité. Qu'est-ce qui fait la force d'un prof? C'est quand il est sur le marché et qu'il voit un parent et qu'il lui dit « bah non, fiston, il va pas bien bon. ». Ça existe, mais ça n'existe pas dans ces quartiers-là. Et donc, la notion d'égalité a explosé. La notion de réalité de l'école sur le quartier n'existe plus. Et dans 4 ans, cet enseignant s'en va. Il a sa mute. Il a, pardonnez-moi, sa mutation. Il a sa mutation. Donc il est remplacé. Donc il n'y a pas de stabilité d'équipe. Et ces projets pédagogiques, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a des très beaux. Alors là, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais j'en ai des cartons pleins de projets qui ont été assumés. Ces projets, ils tiennent la route qu'avec des gens qui les ont tenus, qui les ont portés. Donc, les équipes, moi je me souviens, quand j'étais dans le 93, mes équipes, elles changeaient tous les 4 ans. Ah, pas complètement, bien sûr, on avait toujours ce petit noyau d'anciens. Ah, alors eux, ils accueillaient les nouveaux, mais ces gens-là, ils mériteraient une médaille, ils mériteraient mais une reconnaissance éternelle de l'école. Je pense à certains de mes profs qui ont fait 25 ans à Aulnay-sous-Bois, au collège. 25 ans. Et on va leur mégoter le passage à la hors-classe. Mais ça, bon, c'est autre chose. Donc, voilà moi ce que je vois sur cette vie de l'école. Alors, comment ces jeunes collègues arrivent à s'intégrer? Ils arrivent à s'intégrer s'ils rentrent dans des équipes. Ils rentrent dans des équipes où il y a des projets. Et la démarche de projet est essentielle. Elle est essentielle pour captiver ces élèves. C'est ces projets qui font tenir la classe. Et là où le problème va se poser, c'est qu'on change les règles du jeu. Tous les 2 ans, on change. Alors, tel projet, ben non, il ne s'appelle plus pareil, il n'a plus droit à la même subvention, il n'a plus droit à la même possibilité horaire. Là, et je le reconnais, notre ministère auquel j'appartiens, et vous avez bien compris que j'y suis fort attaché, il n'a pas imaginé tout ce qu'il fallait faire dans la durée pour pérenniser ces projets, pour tenir ces classes. Alors, j'en viens au fait intéressant aussi, les repères s'effacent. Bon, les repères s'effacent. Un gamin qui a quitté le collège il y a 5 ans, en Seine-Saint-Denis, il ne retrouvera pas un de ses anciens profs. Ça, c'est mathématique. L'école, elle est dans ce quartier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est aidée par la municipalité. Les municipalités font ce qu'elles peuvent pour aider les collèges. Seulement, parfois, les tentatives ne sont pas toujours positives dans le résultat. Je pense aux grands frères. Pour limiter les oppositions, on a utilisé les grands frères. Mais ça a été une erreur manifeste. On a renforcé les communautarismes de rue, et même pas des communautarismes ethniques, des communautarismes de rue. Moi, j'avais la rue La Pérouse. Alors, dans ces quartiers-là, on a toujours des noms, ou des musiciens, ou des peintres, ou des grands découvreurs. Bon. Alors, moi, j'avais Suffren contre La Pérouse, mais c'était terrible. C'était une guerre. On met des grands frères là-dessus. Mais les grands frères, ils étaient ou de La Pérouse ou de Suffren. Mais s'ils étaient du quartier de la Croix-Rouge, c'était pire que tout. Parce que c'était des intrus. Et donc là, on voyait La Pérouse plus Suffren contre... Bon, je passe les détails. Donc si vous voulez, les municipalités nous ont aidés.
dans les projets, dans la mise en place de projets, mais le problème qui se pose, c'est que parfois on avait des répercussions assez terribles. Et j'en viens à l'État, parce qu'il faut aussi en parler. Le commissariat avait une antenne dans mon quartier des 3000. Bon. Mais ce commissariat, il était ouvert de 9h du matin à 18h. C'est plus un commissariat. Et donc, le soir, on faisait ce qu'on voulait. D'où les poubelles qui brûlent, les voitures, bon, j'en passe, mais aussi tous les trafics. Et là, j'en viens à l'élève. Un élève qui était chauffeur, passez-moi le mot, mais c'est le terme, celui qui chauffe, qui mate, qui surveille, qui dénonce, qui prévient. Un chauffeur de 14 ans en 4e, il gagnait plus en même pas une semaine qu'un élève apprenti. Quelle est la position du professeur principal ou de la conseillère d'orientation psychologue? Donc, j'essaye de vous montrer le système à ma façon pour bien vous dire que toutes ces interférences, elles font perdre les repères. Quand Momo il sort de sa poche, et je l'ai vu, un paquet de billets comme ça, en 4e, évidemment que ça déstabilise toute la classe. Et c'est au niveau des 4e. Je ne parle pas plus tard. Je terminerai rapidement parce que je ne veux pas vous... Mais je voudrais bien vous montrer tout le système. La drogue, j'insiste là-dessus, la drogue est un fléau, tout le monde le dit. Mais au niveau de ces quartiers, au niveau des enfants qu'on nous confie, la drogue est un fléau. Pas seulement parce que certains se droguent, mais parce que certains participent au commerce, qui n'est pas un commerce parallèle, parce que ça, il faut arrêter de dire ça, c'est le commerce principal. Quand il y a 50% de chômeurs, les familles, elles vivent de l'aide sociale et des petits trafics. Ce qui fait que nous sommes toujours dans ces quartiers limites où aucun repère n'existe. Le logement social fait des efforts. Seulement, la bonne idée qu'il avait eue à Aulnay, c'était de rassembler tous les Sénégalais dans la même rue, tous les Maliens dans la même rue. Ce n'est pas très positif pour une espèce d'ouverture de la population locale, qui, je vous le rappelle, était à 17 000 les uns sur les autres, parce que c'était très tassé. Donc, où qu'on aille, moi, je tiens à le dire, l'école a sa part, oui, mais l'école n'est pas la seule. Et il y a une chose qu'il faut dire, c'est que quand on a essayé de mettre en place des réseaux avec le commissariat, j'ai fait partie du premier GTLD, le groupe de traitement de la délinquance locale, avec le procureur Moinard et mon inspecteur d'académie, qui à l'époque était Yves Bottin. Et donc on avait mis ce police, justice, éducation nationale. Et parce qu'on avait eu, dans les années 94, des bombes brûlent, les voitures, même le collège avait failli brûler. Bref. Eh bien, la municipalité était avec nous, le logeur social aussi, les HLM, etc. Ça avait permis d'avancer sur un certain nombre de choses. Et quand on a demandé, ce petit groupe, je dirais, assez intelligent dans la mesure où il connaissait la situation, quand on a demandé la reconstruction du collège qui était prévue, moi j'ai tenu un discours que le maire d'ailleurs avait soutenu à l'époque en disant il faut sortir le collège de la cité pour remettre un repère essentiel, je vais à l'école. Je ne descends pas du balcon de chez moi pour aller en classe. Et je peux vous dire que c'était fréquent chez moi. 3e étage, Momo, elle est là la prof de français, oui tu peux descendre. Il sautait de son pyjama quasiment le gamin et il descendait en classe. On avait demandé à ce que le collège soit déplacé physiquement, qu'on aille au collège, qu'on le mette en limite le long du parc Ballanger. Si un jour vous regardez cette région, vous verrez, il y a un très beau parc et il suffisait de le décaler un peu plus loin pour qu'il fasse au moins 250 mètres pour aller à l'école. Eh ben non. Et là, vous voyez, on a laissé le collège même reconstruit au même endroit, on retrouve les mêmes problèmes. Voilà, j'ai été un peu long, j'ai essayé de vous montrer, comme vous me l'aviez demandé, la vie quotidienne et le géographe que je suis, évidemment, vous a brossé ce tableau. Ce n'est pas les cours de morale citoyenne qui vont changer les choses, je vous le dis, et je ne suis pas un pessimiste.
Les profs d'histoire géo dont j'ai fait partie pendant des années ont une mauvaise habitude, c'est de laisser tomber l'instruction civique pour finir le programme d'histoire et de géographie. Moralité, l'instruction civique, c'est devenu la petite heure où on peut se permettre de finir le programme, surtout en terminale. Et la seule instruction civique qui est faite, c'est comment faire élire les délégués de la classe, mois d'octobre. C'est quand même un peu léger. Voilà, mesdames, messieurs, excusez-moi d'avoir été long, j'ai voulu vous brosser une situation. Madame, monsieur, donc merci pour cet exposé qui est très clair et très complémentaire, parce que entre la gestion des conflits et la vie au quotidien, je crois que vous avez exprimé des choses qui vont être complétées, donc grâce aux questions du rapporteur, ce qui vous permettra de reprendre la parole, et des collègues qui le désirent. Merci. Nos collègues. Écoutez, merci d'avoir brossé ce tableau dont on s'imaginait ou à travers ce qu'on peut avoir le prisme parfois de la télé ou des médias, mais je crois que c'est important de l'avoir par justement votre expérience et votre témoignage aujourd'hui. J'ai plutôt l'impression que vous faites quand même deux métiers différents, Madame Cayette et Monsieur Anton, même si vous êtes proviseurs l'une et l'autre, parce que vous êtes dans deux milieux différents. Et mes questions sont presque anecdotiques, parce que on a bien compris que dans certains types d'établissements, elles peuvent trouver sens, et puis dans votre établissement, elles trouveront moins de sens, parce que vous avez bien brossé les difficultés qui ne sont pas simplement réglées dans le cadre de l'école, mais qui seront surtout réglées dans le cadre d'un fonctionnement collégial dans la société. Vous avez parlé des bailleurs sociaux, vous avez parlé de différents types d'aides ou d'autres personnes qui interviennent au quotidien. Je crois que ça, c'est important. Moi, je voudrais vous remercier. Je pense que vous êtes l'un et l'autre en fin de carrière, mais d'avoir justement eu cette liberté de vous exprimer. Alors, j'ai trois questions. Je ne serai pas très long parce que je pense que mes collègues ont envie d'en poser également, et j'espère qu'ils ne couperont pas ce que vous avez dit. Mais la première question, c'est vraiment voir l'évolution de vos établissements sur les, allez, on va dire 5 dernières années ou 10 dernières années, au niveau des comportements des élèves. Est-ce que vous sentez qu'il y a une accélération par rapport à cela? Et dans cette question-là, on nous a souvent dit que les chefs d'établissement parfois hésitaient à... Bon, là, j'ai compris que ce n'était pas le sens, mais peut-être parfois hésitaient à faire remonter ou à signaler des comportements de certains élèves, parce qu'ils avaient le sentiment, ces chefs d'établissement, qu'il n'y avait pas un soutien fort de leur hiérarchie, des corps intermédiaires, et ils avaient l'impression qu'on les laissait se débrouiller. En réalité, débrouillez-vous, faites le moins de bruit possible, vous êtes responsable. Voilà, ça c'est un peu la première question, ce soutien de la hiérarchie. La deuxième question, on le sait tous, nous ici, qu'il y a ce qu'on appelle un effet chef. Et en fonction du chef d'établissement, les choses souvent vont mieux ou vont moins bien. Mais s'il y avait quelques mesures très simples qu'un chef d'établissement pourrait proposer afin qu'il puisse assumer pleinement son rôle, quelles seraient-elles? C'est ma deuxième question. Et puis la troisième, parce que je ne veux pas être long, parce qu'il y a beaucoup de sénateurs qui sont là et qui sont présents aujourd'hui, et nous les en remercions avec Madame la Présidente. Vous avez parlé tout à l'heure que vous aviez beaucoup d'expérience, Monsieur Anton, d'expérience ou d'expérimentation. Vous en aviez des cartons. J'ai bien compris que la difficulté, c'est qu'elle ne perdure pas, parce que souvent, il y a des changements de politique, etc. Alors, vous ou Madame Cayette, est-ce qu'il y a des expérimentations qui mériteraient d'être continuées, prolongées, soutenues, envisagées? Voilà, je m'arrêterai pour permettre à mes collègues sénateurs, très nombreux encore aujourd'hui. Si, Madame Cayette. Oui, merci. J'aurais voulu déjà, pour prolonger ce qu'a dit mon collègue à propos des grands frères, dire que aussi, on assiste ces 10 dernières années, sans doute dans les recrutements de l'encadrement, des personnels d'encadrement au niveau des assistants d'éducation ou des conseillers principaux d'éducation, on recrute aussi dans la communauté des élèves, parfois dans certains établissements, pensant que c'est un plus et qu'ils seront mieux compris. Les dérives, elles sont malheureusement venues aussi de là. Moi j'insiste sur ce plan parce qu'on n'a pas forcément vu qu'il pouvait y avoir des dérives aussi à recruter des personnes
qui finalement proviennent des mêmes milieux, ça peut paraître paradoxal, et qui en réalité n'ont pas joué le jeu de l'institution scolaire ou républicaine. Et puis je voulais ajouter qu'on a, dans les années 80, 90 surtout, titularisé à tour de bras des enseignants qui n'avaient même pas eu de parcours universitaire, donc qui n'étaient pas formés, qui ne savaient même pas ce qu'était un établissement scolaire parce qu'on avait besoin d'eux. Et on a, entre guillemets, aussi embauché des personnes, des vacataires qui ont été parachutés dans les établissements scolaires avec une méconnaissance totale. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole. Mon collègue peut parler d'expérimentation. Alors, oui, pendant un certain nombre d'années, les chefs d'établissement ont été assez frileux pour remonter les événements qui se produisaient dans les établissements, parce que d'abord, il y avait ce côté d'avoir peur d'être taxé finalement de chefs d'établissement qui ne savaient pas y faire, en même temps de mettre des enseignants en difficulté, parce que eux non plus, on disait que finalement, s'il y avait tous ces problèmes-là, c'est que les enseignants ne savaient pas y faire. Alors, les choses ont un peu évolué, donc je mets un bémol. C'est plus facile aujourd'hui, les choses ont évolué, la hiérarchie aussi, et puis la prise de conscience des problèmes ont fait que les chefs d'établissement se sont sentis davantage en confiance. Alors il faut aussi mettre les choses. Voilà, je ne vais peut-être pas trop... Merci Madame Cayat. Monsieur Anton. Alors, juste un petit point quand même. Comme tous les enseignants dont je parlais tout à l'heure, je ne suis plus dans la zone sensible. Je suis maintenant à Claude Monet où je coule mes dernières années heureuses. Mais vous pensez bien que je ne vais pas vous parler des problèmes de violence à Claude Monet. Hein. Rassurez-vous, ce lycée du 13e vit je touche du bois, une vie paisible, mais avec une population très mixée. Non, je reviens sur 2 points. Un, pourquoi les collègues ne signalaient pas ? Bien parce qu'ils étaient stigmatisés eux-mêmes. Et pas seulement eux en tant qu'enseignants, en tant que principal ou proviseur, mais rappelez-vous de l'article dans l'Express qui s'était procuré l'enquête Siwis sur les violences dans les établissements et qui avait publié une liste des lycées dits difficiles, tout ça parce que le chef d'établissement avait signalé qu'il y avait eu un vol de portable, un vol de portefeuille, une claque mise à l'entrée, etc. Et ça a été très mal pris par nos collègues, parce que ceux qui ont joué le jeu en disant « bah oui, on a eu des problèmes ». On a pu avoir une bagarre. Vous savez, les lycées sont tous très différents. Quand vous avez un gros lycée technique, et ça m'est arrivé dans ma carrière, vous avez quand même des garçons, c'est des gros bras. Ils ne règlent pas ça avec des poèmes. Hein. Ça se frite. Quand vous avez les STI électrotech contre les STI électroniques, vaut mieux instituer un match de rugby. Donc, on a eu là des collègues qui ont été très frileux en se disant... mais je fais mon boulot en toute honnêteté, je signale un, et paf, ça apparaît dans l'Express. Alors après, les parents d'élèves, c'est un lycée difficile, il y a eu je ne sais combien de violences. Ça, c'est pour répondre à ce point. Donc, méfiance des collègues. L'autre point sur les expériences, le problème des expériences, c'est que les expériences pédagogiques intéressantes qui diminuent la pression, on les connaît, on sait faire. Mais il faut aussi pouvoir faire. Et pour pouvoir faire, il faut avoir son équipe, c'est-à-dire sa quinzaine, vingtaine de profs qui sont prêts à dire toujours oui, et il y en a, hein, Dieu merci. De toute façon, on vit dans le tiers, un tiers qui veulent faire des choses, quelle que soit la réforme, je ne m'appesantirai pas là-dessus, mais quelle que soit la réforme, il y a un tiers des profs qui feront toujours bien et qui feront quelque chose. Il y a un tiers qui suivra parce qu'ils n'osent pas aller en avant, mais ils aiment bien quand même bouger. Et puis il y a un tiers qui dira de toute façon c'est non. Bon, en plus ils auront la bénédiction de leur syndicat, donc de ce côté-là ils seront tranquilles. Mais je suis venu pour parler vrai, hein. Donc c'est comme ça que je viens. Donc de toute façon il faut le dire, le tiers qui veut rien faire aura l'appui de son syndicat. Et donc il pourra tranquillement afficher que ça ne vaut rien. Alors, ça me fait un peu rire comme prof d'histoire. J'ai débuté avec la réforme Abi. Vous vous souvenez peut-être, la réforme Abi qui était quand même
celle qui a créé le collège unique. Alors je suis toujours étonné quand je vois tous ces gens se réclamer du collège unique, oubliant que c'était la réforme Abi et que le pauvre Abi, qui était géographe en plus, un homme d'une grande valeur, parce que j'avais lu ça d'Alas et j'ai débuté à cette époque-là. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, les expériences, on en a. Le problème de ces expériences, c'est le faire. Et je rebondis sur l'effet chef d'établissement. Il n'y a pas des bons et des mauvais, c'est comme toujours. Il y a ceux qui ont envie de changer un peu et qui ont derrière eux une petite phalange de volontaires. Mais là, on revient au propos liminaire. Il faut qu'on ait les mains libres. Il faut qu'on soit... Alors, je terminerai sur la confiance. Nous, dans le 93, pourquoi est-ce qu'on a pu faire plein de choses? Parce qu'on avait la confiance de l'inspecteur d'académie, qui joue un rôle essentiel. Et tout à l'heure, je rendais hommage à M. Bottin, et je le refais encore, je l'ai connu pendant 6 ans. Il est évident que l'inspecteur d'académie, quand il vous dit « c'est OK, je vous suis », ça change les choses. Et là, je pense que les expériences, après, il faut en faire partager l'expérience en toute bonne foi et dire là ça a marché, là ça n'a pas marché, parce qu'il y en a ça ne marche pas. Mais à la limite, une expérience qui ne marche pas est utile pour la suite de notre pédagogie. Et donc c'est là l'effet chef d'établissement. Merci. Donc je vais donner la parole à mes collègues. Donc Marie Blandin pour la première question. Donc là, si vous voulez bien noter plusieurs questions pour qu'on puisse répondre. Merci Madame la Présidente. Les réponses ont été un petit peu partielles, mais déjà dévoilées. Mais ma question était venue des propos de Madame Rayat, quand vous avez dit, vous avez dit plusieurs fois, on ne faisait pas remonter, on était dans le déni. Et voilà. Mais on est dans une commission d'enquête, donc le on, ça va pas bien. Donc, est-ce que vous pourriez préciser, est-ce qu'il y a des enseignants qui, comme l'a dit votre collègue, peur d'être stigmatisés, ne disaient pas, crainte de passer pour un mauvais enseignant, ou bien est-ce qu'on les décourageait en quelque sorte de faire remonter, d'objectiver des difficultés? Est-ce que vous, vos collègues, avez senti qu'il n'était pas souhaitable à votre niveau d'encadrant de faire remonter à vos supérieurs hiérarchiques? Enfin, est-ce que vous avez des faits pour nous donner à voir la construction d'un éventuel déni que vous aviez dénoncé? Vous avez appelé de vos voeux la formation des enseignants à la gestion des conflits. Là, j'ai le plaisir de vous dire que le Sénat a fait son travail, qu'un amendement a été adopté, validé par l'Assemblée nationale, et je vais faire comme vous. On ne le voit pas mis en œuvre dans les SP, mais nous nous attachons à y veiller. Vous avez signalé le danger de certains recrutements d'encadrants qui, sous couvert de créer un climat convivial familier, avaient installé des personnes à risque dans l'encadrement. Mais en même temps, on ne peut pas diaboliser une communauté. L'exemple inverse, dans le Pas-de-Calais du temps des écoles normales, le pré-recrutement avec salaire avait permis d'intégrer énormément de fils de mineurs, et nos instituteurs et profs s'appelaient Vandevski, Schlivanski, tout ce que vous voulez, et c'était des modèles inclusifs qui donnaient à voir aux élèves qu'il y avait un ascenseur social. Mais c'était une autre époque. Donc par rapport au risque dont j'entends bien la réalité que vous dénoncez, quels critères utiliser ou quel mécanisme de recrutement pour l'éviter, le risque de mettre en place des gens prosélytes et dangereux? Ensuite, monsieur, je ne vois pas votre nom, Anton, monsieur Anton, vous avez bien décrit l'impact de l'environnement et à quel point le collège trempe dans cet environnement. Je voulais vous poser la question, est-ce que dans votre carrière en Seine-Saint-Denis, vous avez eu le sentiment que le remplacement des professeurs était moins bien assuré
que dans d'autres établissements plus privilégiés en France, parce qu'on a eu un problème de dialogue avec certains enseignants dans un établissement où nous nous étions déplacés, qui ont cru qu'on voulait stigmatiser la Seine-Saint-Denis, donc on n'a pas eu ces réponses-là. Et sur les équipes innovantes, les beaux projets, tout ça, est-ce qu'il y aurait des mécanismes pour donner, pas un bonus financier, hein, mais donner un bonus de pérennité aux équipes volontaires qui voudraient rester ensemble? Ma chère collègue, vous avez posé beaucoup de questions, mais je crois quand même que M. Carle en a une, et ensuite, si vous voulez bien, je vous donnerai la parole pour répondre. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais vous remercier l'un et l'autre très sincèrement de vos témoignages, de ces témoignages de ce que vous vivez au quotidien, car c'est ce dont on a besoin. Et si c'est vrai que vous le faites dans des milieux différents, comme l'a dit le rapporteur, vous arrivez à la même conclusion. Et vous avez dit, Madame, donc, vous avez parlé des 3 regards sur les choses, de l'institution, des enseignants et de l'ensemble. Et vous avez conclu en disant donc cette politique de l'autruche, si je peux m'exprimer ainsi, fait que les enseignants se retrouvent seuls. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas seuls? Vous avez dit donc qu'il fallait revenir sur les fondamentaux. Monsieur Antoine, vous avez dit que l'école est une caisse de résonance et qu'elle est plus, c'est vrai, à l'abri, c'est plus ce sanctuaire, à l'abri de la violence. Elle est dans son milieu, elle est dans sa ville, et on voit bien qu'il faut cette liaison entre la politique de la ville et la politique de l'école. Alors là aussi, comment on peut améliorer les choses? Parce que ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps qu'on met beaucoup d'argent, à la fois dans l'école et à la fois dans la politique de la ville, et que les choses ne s'améliorent pas. Alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode? De même, vous avez abordé le problème de la gestion, j'ose pas employer le terme, des ressources humaines de l'éducation nationale, car c'est un vrai problème. Et est-ce qu'il ne faut pas dire que la rue de Grenelle, pardonnez-moi l'expression, sorte de son isolement. Vous savez, moi, je dirais même de l'isolement physique. Il y a quelque chose, moi, qui me choque chaque fois que je vais dans ce ministère. C'est le seul ministère où il faut passer un sas pour aller au bureau du ministre. Il y a une porte qui s'ouvre, dans le sas, il faut attendre que l'autre porte soit ouverte pour entrer. Même au ministère de la Défense, monsieur l'ancien ministre de la Défense, on y rentre beaucoup plus facilement. C'est symbolique, mais est-ce qu'il ne faut pas justement que l'éducation nationale sorte de cet isolement et qu'elle ne peut plus seule faire avancer les choses, et que ça passe peut-être par un partenariat plus poussé avec les acteurs de la communauté éducative, que ce soit les parents, que ce soit les élus locaux. Donc, Madame, Monsieur, beaucoup de questions, pas énormément de temps, mais je pense que vous saurez répondre avec précision. Je vous remercie. Pardon d'avoir employé une tournure impersonnelle, ça n'était pas mon but, mais effectivement, les proviseurs n'ont pas toujours remonté les informations parce que parfois ils les ont sous-estimées. Les enseignants, et surtout les enseignants nouveaux qui souvent ne gèrent pas bien, mais peuvent s'améliorer leur classe, n'ont pas osé en parler, ni à leurs collègues en salle des professeurs parce qu'ils avaient cette crainte d'être jugés, et encore moins aux chefs d'établissement parce qu'ils sont notés par le chef d'établissement d'une manière administrative et, à tort ou à raison, sont restés un peu en retrait et ont vécu parfois même des souffrances qu'on a appris plus tard. Alors, j'aurais juste voulu apporter une précision. Je n'ai pas toujours été proviseur du lycée La Fontaine. Mon premier poste était un poste principal adjoint dans le 14e arrondissement, dans la partie où était sédentarisée une communauté gitane, et qui est de l'autre côté du quartier, une population maghrébine déjà bien enracinée, et se partageaient les commerces de rue avec des batailles rangées le week-end. Et donc j'ai vu tout de suite qu'on allait être obligé de gérer 2 communautés qui s'affrontaient de manière très violente. Et à l'époque, c'était les débuts des années 90, les chefs d'établissement pouvaient encore, quand il s'agissait de la communauté gitane, faire venir un patriarche
pour essayer un petit peu d'avoir des éléments, parce qu'on ne connaissait pas le fonctionnement de la communauté gitane, ce que j'ai fait d'ailleurs à l'époque, et puis essayer quand même de scolariser les filles qui arrivaient quand elles arrivaient. Donc on avait, ah bah, je viens de me réveiller, comme si c'était voilà, à n'importe quelle heure de la journée. C'était facile d'avoir un référent. Ce qu'on n'avait pas dans l'autre communauté, pour des raisons différentes, donc j'ai été quand même confrontée très vite. J'ai fait un mémoire sur la communauté gitane, et puis finalement, notre hiérarchie a pris en compte, puisque finalement, à la rentrée suivante, on m'a laissé les gitans et on a mis les maghrébins ailleurs dans un autre collège. Voilà comment ça s'est réglé. Donc en fait, on avait déjà réparti sur 2 collèges voisins les 2 communautés. Bon, c'était juste une parenthèse pour dire que j'ai aussi connu à mes débuts, et même après, puisqu'on parlait du lycée, vous parliez tout à l'heure de l'isolement que pouvaient ressentir les chefs d'établissement. En fait, on n'ose pas. Moi, je me suis rendu compte que finalement, accéder au ministre était plus facile que je ne l'imaginais. Quand je me suis retrouvée au lycée Paul Bert, où j'ai eu droit, pendant les 4 ans où je suis restée là-bas, au CPE, à la réforme des universités, qu'est-ce qu'on a eu encore? Tout un tas de... Oui, le CPE, la réforme des universités, rien que ça, on a eu droit au premier mouvement des élèves et des lycéens dans la rue. On prenait des photos parce qu'on se disait que peut-être, on ne savait pas, on n'entendait pas exactement ce qu'on vivait dans les établissements. Je peux vous dire que le CPE, ça a été quand même quelque chose de très violent. Nous n'avions jamais été confrontés à des mouvements de rue et où le proviseur est responsable de son établissement, mais aussi de l'environnement. Comment faire? Parce que ce n'était pas que nos élèves. Il y avait des intrusions, il y avait des élèves qui venaient des lycées voisins avec des barres de fer. Enfin, on a vécu des choses extrêmement difficiles. Et puis, à l'époque, je m'étais dit, tiens, j'avais des responsabilités syndicales. Je vais demander audience au ministre. Le ministre de l'époque, c'était Monsieur de Robien. Et à ma grande surprise, j'ai été reçue par le ministre et je lui ai montré toutes les photos. J'avais demandé à mes collègues de me faire parvenir des photos. On avait détruit des vitraux dans certains établissements prestigieux. Et on a eu cette écoute et je me suis rendu compte effectivement qu'on pouvait beaucoup plus facilement que je n'imaginais. Il était parfois plus facile de rencontrer le ministre qu'avoir un interlocuteur au rectorat. J'ai découvert ça. Et je dois dire que depuis, voilà, j'en ai pas abusé, mais j'en ai usé en tout cas. Alors, je réponds un peu dans... Enfin, vous disiez que, madame, effectivement, c'était un autre temps quand on a recruté, mais les valeurs de la République et l'autorité des enseignants de l'époque n'étaient pas contestées. Hein, donc, après, ça a été un peu plus compliqué. Comment finalement trouver un remède? Moi, je dirais, puisqu'on a installé les berceaux, entre guillemets, des personnes, des enseignants stagiaires dans les établissements scolaires. Autrefois, les enseignants qui passaient les concours, notamment le CAPES, avaient obligatoirement une épreuve d'enseignement administratif, puisque je l'ai dispensé dans les IEFM de l'époque. On expliquait aux enseignants, il n'y avait pas que la partie didactique, on leur expliquait ce qu'était un établissement pour qu'ils aient quand même une vision globale et pas une vision de la classe tout simplement, une vision globale de ce qu'est un établissement scolaire avec toutes ces institutions, ces rouages, ces instances institutionnelles et en même temps, on avait on pouvait vérifier ce qu'ils connaissaient et on pouvait y remédier. Alors, ça va peut-être heurter mes nouveaux collègues qui ont peut-être encore 15 ou 20 ans à faire, mais puisqu'on a installé les professeurs stagiaires dans les établissements scolaires, là, dans ce cas-là, qu'on laisse les proviseurs les former pour cette partie-là, hein, et que les ZEP, puisque maintenant les ZEN s'occupent de tout ce qui est formation purement pédagogique, à ce moment-là, qu'on les laisse sur le terrain et qu'on nous accorde du temps, qu'on regroupe je l'ai fait, qu'on regroupe des professeurs et que les chefs d'établissement, qu'on leur donne, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on n'effleure pas à chaque fois un problème, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on dise que ce sont les chefs d'établissement qui sont partie prenante de la formation des nouveaux professeurs, tout simplement. Et les proviseurs que nous sommes le feront. Ils ont tellement à cœur que la relève soit faite et que finalement ces personnels soient véritablement formés. Et qu'on arrête de dire que ce sont les centres de formation qui forment les enseignants. C'est faux. Hein, ils sont focalisés sur la discipline. Voilà, ça peut être une manière.
Merci à vous. Monsieur Andon. Juste un petit mot d'expérience sur les profs sont-ils plus vite remplacés dans le 9-3 qu'à Paris? Non. Moi, je me souviens d'il y a des années, et je parle d'il y a au moins 15 ans, quand je faisais ma répartition de services et les emplois du temps, je mettais X, Y, Z et je remontais jusqu'à P. C'est-à-dire que j'avais une bonne quinzaine d'enseignants qui, à la rentrée, n'avaient pas encore été nommés. Et ça, c'est il y a de nombreuses années. Donc, aujourd'hui encore, c'est plus facile d'avoir un remplacement en latin-grec à Claude Monet, Paris 13e, que de l'avoir à Paul-Éluard, Saint-Denis. Hein. Bon, il faut être clair. Là-dessus, il y a... d'abord, vous avez le poids des parents, et puis le poids, permettez-moi de le dire, des élus. Et un bon élu qui passe un coup de téléphone au ministère, bah, ça arrange bien les choses, surtout quand c'est la section latin-grec. Je ne veux pas mettre d'huile sur le feu, mais vous voyez de quoi je cause. L'autre point sur le... Je reviens à la notion de confiance. Pourquoi est-ce que les collègues... les jeunes collègues, les collègues débutants ou les collègues en période difficile ne se sont pas ouverts de leurs difficultés? Eh bien là, il y a deux raisons. La première, c'est la confiance. Un lycée, un collège, il ne peut marcher que s'il y a confiance. Confiance entre l'équipe dirigeante et son corps enseignant, premier point. Mais aussi s'il y a équipe. Un collègue qui ne va pas bien, quand il fait partie d'une équipe, ça se passe bien. D'abord parce qu'il y a l'ancien du groupe qui vient discrètement nous dire dans l'oreille que ça ne se passe pas bien, qu'il faudrait faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on a nos petites cuisines. Hein. On va dédoubler la classe. Évidemment qu'on ne va pas s'en vanter auprès de l'inspecteur général en disant je lui ai mis 3 heures de maths en groupe et les élèves perdent 1 heure. Mais on préfère que les élèves perdent 1 heure, mais qu'au moins ils fassent des maths tranquillement. Donc, ça, c'est notre petite cuisine. Mais cette petite cuisine n'est possible que s'il y a confiance, hein, et s'il y a équipe. Et moi, je reviens toujours là-dessus. L'une des réponses, madame, à un certain nombre de difficultés, pas toutes, mais de toute ma carrière, je peux le dire, c'est l'équipe. Quand on a une équipe qui tourne, d'ailleurs... ma collègue le sait bien, un conseil de classe, en 3 minutes, vous avez vu si ça tourne ou pas. Vous présidez un conseil de classe, dans les 5 minutes, vous avez vu si c'est une équipe qui tourne ou pas. Alors évidemment, vous vous en prenez à vous-même, puisque c'est vous qui avez fait l'équipe. Mais parfois, vous ne pouvez pas faire toutes les équipes dont vous rêvez. Donc moi, je pense que la réponse, c'est mettre en avant le travail en équipe. Mettre en avant ça dissout, non pas les problèmes, mais en tout cas les tensions. Et alors, le dernier point, moi non, moi je n'ai pas rencontré beaucoup de ministres dans ma vie. Si, j'ai vu M. Bayrou une fois dans cette fort belle bibliothèque, et puis on a parlé violence, et puis c'est tout. Mais je pense que le ministère de l'Éducation nationale, c'est encore la plus grosse armée, largement... non pas au monde, hein, puisque la Chine est devant nous, mais en Europe, c'est la plus grosse armée. Hein. Et l'éducation nationale a eu longtemps ce fonctionnement. Je l'avais dit à un inspecteur général qui avait beaucoup apprécié le trait d'humour, mais avec un sourire en coin. Je lui ai dit, mais de toute façon, l'éducation nationale, pendant des années, elle a été la fille de l'Église et de l'armée. De l'Église, parce que c'est onctueux. On parle tranquillement, on ne vous ordonne jamais. Mais si vous ne faites pas, voilà. Et là, j'avais eu une conférence d'un père jésuite là-dessus qui avait été très intéressante. Mais c'est simplement pour vous faire sourire. Voilà.
Merci à vous deux parce que je crois que avec bon bien sûr beaucoup d'humour, mais il y a eu beaucoup de messages et quelques idées intéressantes. J'ai vu mes collègues noter comme moi, donc nous aurons sûrement l'occasion d'en reparler. Je voulais vous remercier et vous souhaiter une bonne continuation dans un lycée plus facile. Et vous aussi, mais en fin de carrière, il faut bien en profiter un petit peu. Merci. Voilà, vous avez donc pu suivre 2 auditions organisées dans le cadre de la commission d'enquête sur le fonctionnement du service public de l'éducation. Tout de suite, la suite de nos programmes sur Public Sénat.